Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Pendant la suspension des travaux du Sénat, je vous propose de voir ou de revoir les temps forts de la dernière session parlementaire. Ce matin, je vous propose de revenir aux travaux de la Commission des finances sur l'évasion et la fraude fiscale. Dans le sillage des révélations des Panama Papers, la Commission des finances a effectué au printemps et à l'été des auditions sur ces thèmes. Elle a concentré une partie de ses efforts sur les banques et elle a ainsi vu s'exprimer la Société Générale le 11 mai, puis le Crédit Agricole et la BNP Paribas le 25. Toutes ces banques ont été, je vous le rappelle, mises en cause dans le scandale panaméen. Je vous propose de revoir tout d'abord ce matin l'audition de Philippe Brassac, le directeur général du groupe Crédit Agricole, qui a commencé par donner des détails plutôt précis sur l'organisation de la banque. Pour lui, la gestion d'activités offshore, la présence dans les territoires non coopératifs, tout cela, c'est du passé. Mais vous allez le voir, il n'a pas convaincu tout le monde puisqu'il a dû faire face à des questions sur la façon dont la banque externalise aujourd'hui ce type d'activité. Voyez cette audition qui date du 25 mai. Je vais peut-être d'abord répondre à une question que d'aucuns peuvent se poser. Comment se fait-il que le groupe Crédit Agricole, dont on connaît l'historique plutôt rural et française, puisse être significativement concerné par la banque privée internationale? En réalité, nous sommes très présents dans la banque privée, y compris internationale, notamment depuis l'acquisition d'Indosuez en 1995 et du groupe Crédit Lyonnais en 2003. C'est une activité qui n'est pas négligeable chez nous, mais que j'oserais quand même qualifier de marginale, puisque la banque privée internationale, dans le groupe Crédit Agricole, représente 2,4% de nos revenus, de notre produit net bancaire, dont 0,9% hors Europe, et c'est évidemment hors Europe que se situent notamment les activités dites des structures offshore. Je vais donc, comme vous m'y invitez, vous faire le point sur le chemin que nous avons parcouru depuis 2010 au Crédit Agricole, s'agissant de notre organisation pour lutter de la façon la plus efficace possible contre l'évasion fiscale, au-delà de ce que nous faisons et nous devons faire pour lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Le groupe Crédit Agricole a mis en œuvre 3 types de mesures depuis 2010 que je vais préciser tout de suite. En 2010, la décision a été prise de nous retirer physiquement, en termes de structure, de banque privée internationale, des territoires que nous qualifions de non coopératifs. Une liste de 14 pays qui, au passage, je le souligne, est une liste plus large que celle qui était publiée par la Commission des finances. Et c'est ainsi que nous sommes sortis des îles Caïmans, des îles Vierges britanniques et des Bahamas. En 2012, nous avons pris une autre décision que je voudrais souligner parce que je pense qu'elle est singulière. Nous avons aussi décidé de mettre fin à toute activité de prestation, pour autant licite, mais toute activité de prestation s'agissant de ce qu'on appelle le conseil en fiducie, c'est-à-dire l'intermédiation, le conseil, la création ou la gestion de structures dites offshore et pour laquelle cette activité nous avons eu recours à différents types d'intermédiaires, dont le cabinet Mossack Fonseca, que Madame la Présidente, vous citiez. Je voudrais souligner que ces 2 mouvements de sortie des territoires non coopératifs décidés en 2010 et l'arrêt de toute activité de conseil et de prestation sur les structures offshore ont été totalement achevés en 2015 et que tout ceci relève donc pour nous totalement du passé. L'arrêt de l'activité s'étant fait soit par cession de structure, soit par extinction de ce type d'activité. Mais nous avons rajouté une 3e décision qui, au fond, d'une certaine façon, fait la preuve sur les 2 premières, parce qu'elle écrase tout en termes de preuves. En 2013, nous avons décidé de revérifier la rectitude fiscale de l'ensemble de nos clientèles de la banque privée internationale. Je dis bien tous nos clients, c'est-à-dire aussi bien les ayants droit des structures offshore, les ayants droit des structures onshore, parce qu'évidemment il en existe, par exemple des structures européennes pour des Européens, mais aussi des personnes physiques qui au total représentent une clientèle d'environ 70 000 clients pour le groupe Crédit Agricole. Ce travail d'exigence de preuves et de revérification de rectitude fiscale a été achevé pour tous les résidents français fin 2014, pour tous les clients de l'Union européenne fin 2015, et nous avons entrepris ce travail-là pour les clientèles du reste du monde en mars 2015,
Il devrait s'achever fin 2016 pour toutes les structures et en 2017 pour les personnes physiques. S'agissant des volumétries et donc du nombre de structures offshore dites toujours actives, c'est-à-dire toujours clientes du Crédit Agricole dans nos structures, notamment au Luxembourg, en Suisse et à Monaco. Alors, j'ai essayé d'être le plus clair possible là-dessus. Si on prend d'abord l'axe Mossack Fonseca, nous avons aujourd'hui encore au Panama 11 structures offshore, dont, je le souligne, 0 ayant droit français. Si nous prenons toujours Mossack Fonseca, mais que nous l'étendons à tous les territoires pour lesquels Mossack Fonseca pouvait travailler, nous avons 80 structures offshore, dont toujours 0 résident français. Et pour être le plus complet possible, si je prends les différents prestataires type Mossack Fonseca qui travaillent dans ce type d'activité et qui continuent à travailler dans ce type d'activité, si je prends le territoire Panama, nous avons 4 structures concernant des résidents français. Et si je prends l'ensemble des territoires, c'est-à-dire tout prestataire et tout territoire, nous avons 23 structures correspondant à des ayants droit français. Je rajoute tout de suite, c'est très important, que pour autant, toutes ces clientèles-là ont été vérifiées fiscalement et que de toute manière, comme nous opérons à partir de l'Europe, toutes ces clientèles-là rentreront dans l'échange automatique d'informations dès 2017 ou 2018 et les clientèles le savent. Voilà, pour terminer, je voudrais en profiter pour résumer la politique du groupe Crédit Agricole en termes de banque privée internationale, parce que ce que nous a enseigné, ce que m'a enseigné plus personnellement l'affaire dite des Panama Papers, c'est au fond la chose suivante. Je crois qu'on peut faire le constat qu'aujourd'hui, il ne suffit pas de respecter strictement les différentes réglementations des différents pays dans lesquels nous opérons si, en même temps, nous ne sommes pas suffisamment lisibles extérieurement, de façon simple et non équivoque, sur ce qu'on va appeler nos champs d'acceptabilité et nos champs de non-acceptabilité. La politique du groupe Crédit Agricole se formule donc de la façon suivante. Nous ne voulons être présents en banque privée internationale que dans les territoires qui s'engagent dans l'échange automatique d'informations et nous voulons n'y accepter que des clients qui peuvent et nous donnent le mandat d'échange automatique d'informations, ce qui signifie à contrario qu'il n'y a pas de bénéfice du doute pour toutes les clientèles pour lesquelles nous ne pouvons pas matériellement faire ces vérifications parce que les États ne coopèrent pas sous forme d'accords bilatéraux ou multilatéraux. Voilà, Madame la Présidente, les quelques informations que je souhaitais vous livrer pour cadrer le dispositif du groupe Crédit Agricole sur le sujet pour lequel nous sommes auditionnés. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. Je vous remercie de ces précisions très précises, pour le coup. Mais tout de même, afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, vous nous dites que vous avez mis fin définitivement aux activités de services fiduciaires offshore, c'est-à-dire à l'ouverture et la gestion de sociétés écrans. Mais est-ce que cette activité n'a pas été externalisée d'une certaine manière afin de la sortir du bilan de la banque en continuant à offrir des services aux clients? Et je vais être plus précise, le Crédit Agricole Suisse Conseil, CASC, filiale de la banque pour les activités offshore, n'a en effet pas été liquidé, mais vendu au groupe mauricien NWT, rebaptisé NWT Conseil, qui permet au Crédit Agricole de faire sortir de son bilan plus de la moitié des sociétés offshore qu'il gérait. Selon des informations de presse, NWT Conseil continuerait à fonctionner avec d'anciens employés et systèmes de CASC et servir des clients en lien étroit avec le Crédit Agricole Suisse et ses filiales. Et 2 entités qui apportaient des services fiduciaires ont été cédées en 2012, vous nous l'avez dit d'ailleurs, Crédit Agricole Management Service Bahamas et Crédit Agricole Suisse Conseil. Mais est-ce que ces 2 activités ont été réellement scindées? Avez-vous gardé des liens avec vos anciennes filiales fiduciaires, capitalistiques ou d'une autre nature, y compris informelle? Quelle est votre relation avec les clients de ces filiales, notamment quand il s'agit de clients que vous avez redirigés
vers l'opération offshore par le passé. Moi, je voudrais être sûr que le Crédit Agricole ne propose plus à ses clients de mettre en place des sociétés écrans, que ce soit directement, ça il me semble que vous l'avez précisé, via une filiale ou via un partenaire, y compris de façon informelle. Voilà, c'est ma première question, si vous voulez bien y répondre. Je vais essayer d'y répondre très précisément. Permettez-moi au préalable de souligner que ce type d'activité est parfaitement lisible et continue à être opéré par des grandes banques, y compris en France. Donc je ne dis pas que nous avons abandonné une activité illicite. Nous faisons le choix politique de ne plus conseiller, structurer et gérer ce type de structure, alors même que d'autres le font. Et donc dans l'opération de cession, nous avons soit mis en extinction ce type de prestations, soit nous avons cédé, certes à des prestataires externes, qui sont parfaitement connus et pour lesquels nous n'avons, sinon ça n'aurait aucun sens, comme nous ne sommes pas contraints à cela, pour lesquels nous n'avons passé aucun type d'accord commercial, puisque nous ne voulons plus être dans, au fond, la genèse du Conseil, pas pour des raisons réglementaires, nous avons parfaitement le droit de le faire, mais au fond pour des raisons de lisibilité de notre politique, pour qu'il n'y ait aucun doute sur tout ceci. Donc oui, nous avons complètement cédé aux structures que vous citez. Il n'y a pas de lien commercial, il n'y a pas d'engagement d'affaires avec eux, et surtout notre politique a été explicitement écrite de ne pas conseiller, de ne pas structurer, de ne pas gérer, même si des clientèles peuvent évidemment aller s'adresser à ce type de structure. Je voudrais enfin préciser que vous utilisez le terme d'écran, matériellement ou physiquement, cela paraît ainsi, mais l'échange automatique d'informations a complètement changé la donne. Oui. Dès lors que vous opérez sur des territoires, c'est le cas avec le Luxembourg, la Suisse et Monaco, à partir de clientèles dont les pays respectifs s'engagent dans l'échange automatique d'informations, il n'y a plus d'opacité possible. Et donc, je voudrais simplement ne pas stigmatiser le fait que des structures offshore puissent exister. Elles sont utiles par ailleurs. On pourra répondre à vos questions légitimes sur à quoi peut servir une structure offshore si ce n'est pas pour de l'évasion fiscale. Mais dans tous les cas, du fait de notre politique, lorsque nous sommes à Luxembourg, Suisse, Monaco, avec notamment des résidents français, ces informations seront automatiquement diffusées aux différents fiscs. Oui. Pour être très concret, pardon, je termine là-dessus, lorsque nous sommes en Suisse aujourd'hui, en 2018, et les clients le savent, l'information sera, pour nos clients français, automatiquement donnée au fisc suisse, qui devra automatiquement les donner au fisc français. Merci beaucoup. Mais écoutez, pourquoi ne pas le dire tout de suite? Une société offshore, vous dites pas seulement évasion fiscale, c'est pourquoi? Puisqu'on nous a parlé beaucoup de patrimoine. Est-ce que... Voilà. Alors, je vais peut-être laisser Jean-Yves Aucher, qui est le patron des activités grande clientèle, à la fois grande entreprise et puis grande clientèle personnelle, développer, parce que je pense que c'est le point le plus important, de comprendre que ces structures offshore existent, elles ne peuvent dissimuler de l'évasion fiscale. Notre politique nous met à l'abri de ce type de risque, considérant que nous allons jouer totalement dans le cercle de l'échange automatique d'informations. Mais il est important d'expliquer pourquoi, pour les clientèles fortunées, ce type de structuration peut exister, peut être opportune, sans aucune opacité fiscale. Il n'y a pas d'autres véhicules français suffisamment souples qui permettraient d'atteindre le même but? Alors, Jean-Yves va répondre à cette question-là, mais on va par exemple parler d'investissement à l'étranger. Une personne fortunée en France peut évidemment faire des acquisitions à l'international. Il y a besoin de structurer de façon finalement juridique, de la façon la plus souple possible, ceci. La vraie question que vous posez légitimement, c'est est-ce que ceci permet de faire écran fiscalement ? Probablement dans le temps, dans le passé, selon comment vous opérez, la réponse est oui. Mais selon comment vous opérez, c'est-à-dire si vous êtes totalement dans le cercle de ceux qui sont dans l'échange automatique d'informations que nous souhaitions et que nous approuvons, c'est une très bonne chose que les États aillent de plus en plus loin dans l'échange automatique d'informations. Cette opacité ne peut plus exister. Et nous, Crédit Agricole, nous faisons le choix de n'opérer plus que dans cet intra-échange automatique d'informations. Jean-Yves, peut-être tu peux donner très concrètement des exemples d'usage. Monsieur Aucher. Merci, je dirais qu'il y a 4 grandes causes classiques de création de structures offshore.
par des résidents, souvent très fortunés, qui vont diversifier leur patrimoine à travers le monde. La première cause, je pense, c'est la cause immobilière, de gens qui acquièrent des immeubles dans divers pays, les placent dans ce type de structure. A priori, il n'y a pas de difficulté fiscale, puisque selon la convention OCDE qui est appliquée dans la plupart des pays, les immeubles sont fiscalisés dans le pays de l'immeuble. Donc c'est plutôt une raison générale, l'organisation du patrimoine, placer tous les immeubles qu'on possède à travers le monde dans la même société. C'est plus commode. La deuxième grande cause, c'est, je dirais, une cause plutôt technique, de gens qui sont propriétaires d'avions ou de yachts, donc c'est vraiment des gens très, très fortunés, avec des équipages dans ces moyens de transport. Là, on va retrouver l'organisation assez classique qu'on trouve pour les armateurs français, par exemple, qui font immatriculer les bateaux dans des pays dans lesquels l'immatriculation est simple, dans lesquels le droit maritime est commode. Et un des exemples qui me vient à l'esprit, c'est le fait que ces bateaux, ces avions étant souvent fiscalisés par l'emprunt, la banque peut assez facilement, en cas de non-paiement du crédit, réaliser le gage, c'est-à-dire les actions de la société. Voilà, donc dans beaucoup de pays, si un emprunteur ne paie pas les loyers de son bateau, les procédures judiciaires vont durer 2 ans. Donc là, non, ce sont des procédures judiciaires qui sont extrêmement rapides, d'où le fait que les armateurs, ou professionnels ou à titre personnel, aient recours à ces pavillons. Il y a une troisième grande cause, très classique là aussi, qui est des organisations successorales qui permettent de faire primer la volonté du défunt. Donc il y a un exemple récent qui me vient à l'esprit, une personne qui ne peut pas céder ses biens à un enfant décédé, mais seulement à ses petits-enfants, lesquels sont relativement jeunes. Donc dans ce type de juridiction, on peut retarder l'exécution de la succession jusqu'à la majorité des petits-enfants. Bon, en France, par exemple, ça n'est pas possible. L'exécution de la succession, elle est instantanée. D'ailleurs, souvent, puisqu'il faut gérer ses biens, le donateur pouvant être décédé entre-temps, on fait appel à un curateur qui va prendre soin de toute cette affaire. Assez complexe, on le voit. C'est souvent assez complexe, ces questions de succession. Et puis enfin, dans certaines parties du monde, les gens ont recours à ce type de structure dans lesquelles ils mettent leurs biens pour des raisons de sécurité physique. Il y a des pays qui restent des pays dangereux, ou de sécurité politique. On peut dire par exemple que l'immense majorité des résidents d'Amérique du Sud qui placent leur argent à Panama, en fait pas très loin de chez eux, le placent là pour ces raisons-là, qui sont des raisons de sécurité ou physique ou politique. Donc voilà les 4 grandes raisons qu'ont les gens très fortunés d'avoir recours à ces structures. L'immobilier, les raisons techniques, bateaux, avions, comme les professionnels finalement, des clauses successorales qui veulent l'organiser selon leur volonté, et puis des pays un peu difficiles dans lesquels on met son argent à l'abri à l'extérieur. Voilà. Et à votre avis, il y aurait quelque chose à faire dans le droit français pour permettre une souplesse davantage, parce qu'au fond, ce que nous recherchons, nous, la Commission des finances, c'est d'une part savoir s'il y a des résidents français concernés. Vous avez été assez explicite en la matière pour ce qui vous concerne, mais qu'est-ce qu'il faut faire différemment? Et la deuxième question, mais je pense que nos collègues seront heureux de l'entendre, et peut-être certains collègues l'auraient posé, mais les pavillons dont vous parlez pour les bateaux, ils sont où? À Panama? Ou un peu ailleurs aussi? Ils sont à Panama, ils sont souvent à l'île de Man, au nord, enfin, entre l'Écosse et l'Irlande. Je pense que c'est un sujet qui a été souvent débattu à la fois par le gouvernement et par le Parlement en France. Oui. La commodité de ces immatriculations. Voilà, mais pour ce qui concerne la structuration de ces pavillons, en tout cas pour les banques,
le critère majeur, c'est la facilité de réalisation du gage. Un bateau dont les loyers ne sont pas payés peut être saisi en quelques heures, quoi. Donc la législation française ne permet pas, on est obligé d'avoir recours à des voies de justice classiques qui sont beaucoup plus compliquées. Monsieur le rapporteur, Débat politique en France sur cette oui, question. nous l'avons eu sur les bateaux, évidemment. Monsieur le rapporteur général. Monsieur le Président, moi je vais tout simplement me référer à nos deux dernières auditions, celle du 11 mai et celle du 18 mai. Celle du 11 mai concernant la Société Générale et celle de Madame Houlette, la procureure de la République financier la semaine dernière, de mémoire. Patrick Suet, donc le secrétaire général du groupe Société Générale, avait assuré que la banque, et je le cite, ne participait pas, bien entendu, des opérations dont l'objet est exclusivement fiscal. Bon, vous savez d'ailleurs, c'est un peu la définition de l'abus de droit en matière fiscale. Donc concrètement, des clients peuvent vous saisir pour un certain nombre d'opérations. Certaines sont patrimoniales, vous avez parlé, d'autres pour objet de faciliter, par exemple, les voies de recours ou l'emploi de personnel. Quelle serait l'attitude concrètement du Crédit Agricole si un client vous saisissait pour une opération dont l'objet principal ou quasiment exclusif serait d'éluder l'impôt ou d'échapper à l'impôt. Donc, puis la deuxième question se réfère à ce que Madame Houlette nous disait la semaine dernière. Elle nous faisait part de sa difficulté, de la difficulté du PNF à connaître les bénéficiaires réels des trusts. Donc concrètement, nous disons, même par la voie de la coopération judiciaire, nous avons les plus grandes difficultés à connaître les bénéficiaires réels d'un trust. Et ça rejoint d'ailleurs la difficulté dont faisait état également la DGFiP, qui nous disait, même en matière de coopération fiscale, en matière de coopération administrative, on a aussi les plus grandes difficultés à connaître les bénéficiaires réels d'un trust, aux bénéficiaires effectifs. Alors ma question est simple, comment une banque peut obtenir ces informations, puisque la banque vous avez des obligations notamment de connaissance du client, know your customer, donc comment vous remplissez ces obligations en connaissant les éventuels bénéficiaires effectifs d'un trust, et si vous les connaissez, est-ce que vous avez la possibilité de les transmettre ou est-ce que vous les transmettez à l'administration fiscale? Monsieur le directeur. Oui, monsieur le rapporteur général. Donc, notre réponse est très simple sur le premier point et va être très précise sur le second. Je n'ai pas qu'il y ait d'ambiguïté. Nous ne cherchons pas, au-delà de la recherche d'évasion fiscale, à trouver d'autres objets. Il ne peut pas y avoir de recherche d'évasion fiscale dans la politique que nous avons définie, qui est volontairement limitée, puisque nous ne voulons opérer qu'à partir de territoires qui sont dans l'échange automatique d'informations et sur des clients dont les pays sont dans l'échange automatique d'informations. Donc nous sommes restrictifs en ce sens que j'exprimais tout à l'heure. Nous ne laissons pas le bénéfice du doute lorsque nous ne pouvons pas aller aux vérifications dès lors qu'il n'y a pas d'accords bilatéraux ou multilatéraux. Donc, par définition, dans nos clientèles de banques privées internationales, nous ne pouvons avoir que des personnes physiques, des structures onshore ou offshore, peu importe au fond où qu'elles soient et quelle soit la forme, qui vont ou qui sont dans l'échange automatique d'informations. Et le mot automatique parle de lui-même, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'attitude de la banque à décider, mais au fond de systèmes organisés entre États. Je explique un instant comment cela fonctionne. Si vous êtes, par exemple, cette fois-ci je vais prendre l'exemple de Luxembourg, qui est dans l'échange automatique d'informations et que vous avez que des clients dont le territoire est dans l'échange automatique d'informations, c'est le cas par exemple de toute l'Union européenne, eh bien la banque à Luxembourg devra donner automatiquement toutes les informations au fisc du Luxembourg, qui les retransmet au fisc des pays d'origine et notamment au pays français. Donc nous ne pouvons pas être dans un système, dans une politique où il y aurait en plus un intérêt d'évasion fiscale. Ceci étant, comment faisons-nous pour détecter au départ ceux qui viendraient pour cela et donc les exclure de notre fonds de commerce? La réalité, c'est que nous devons effectivement connaître d'abord Know Your Customer, c'est-à-dire connaître les vrais ayants droit. Ce n'est peut-être pas toujours facile, mais quand on ne peut pas, on ne prend pas. C'est-à-dire qu'on n'ouvre pas les comptes des clients et des structures dont on n'est pas sûr d'avoir les vrais ayants droit. Et dans l'opération très lourde, puisque c'est 70 000 clients que nous avons entrepris, fini pour les Français, fini pour l'Union européenne, et fini pour le reste du monde dans peu de temps, dès lors que nous ne sommes pas sûrs dans la revérification fiscale
d'avoir tous les éléments de preuve et toutes les connaissances sur les ayants droit, nous avons été également amenés à clôturer ces opérations-là, et au passage de façon traçable, de façon lisible, pour ne pas permettre une évasion complémentaire. Voilà, alors peut-être, je ne sais pas si Jean-Yves a des éléments plus précis sur la façon dont nos conseillers, au fond, vont à la vérification de l'ayant droit. En tout cas, à la fois notre territorialité ne nous permet pas d'accueillir des clients qui échapperaient à cette fiscalité. Et par ailleurs, le vrai travail qui nous est imposé de vérifier la connaissance de clients fait que si nous avons le moindre doute sur les vrais ayants droit, nous ne devons pas prendre. Et par ailleurs, il y a des mécanismes de déclaration de soupçons qui, dans tous les États, sont des mécanismes de déclaration lorsqu'on a la crainte d'un blanchiment ou d'un financement de terrorisme, qui dans certains États, de plus en plus, pour ne pas dire bientôt dans tous, c'est le cas de la France depuis 2009, déclarent aussi le risque d'évasion fiscale, puisque c'est devenu un délit depuis 2009. Et dans les pays qui étaient peut-être les plus lents à aller à ce processus-là, vous savez que la Suisse et en 2016 également dans la déclaration délictueuse de la complicité d'évasion fiscale. Est-ce que, si tu veux, Philippe, juste ajouter une précision technique, comment est traité le cas d'une société offshore? Il en restera, tu l'as dit, des sociétés offshore dont nous tenons des comptes au Luxembourg. Nous connaissons les bénéficiaires de ces sociétés offshore, parce qu'on n'accepte pas de sociétés offshore, donc on ne connaît pas tous les bénéficiaires. Simplement, ce qui est nouveau, c'est que l'échange automatique nous permet, et nous oblige d'ailleurs, à transmettre aux autorités fiscales luxembourgeoises, d'une part, les avoirs qu'il y a dans la société et l'identité fiscale des bénéficiaires, de façon à ce que le Luxembourg transmette aux différents pays, s'il y en a plusieurs des bénéficiaires, toutes les données. Cette question de l'échange automatique, c'est vraiment le sésame qui permet de régulariser la situation de façon universelle. D'où le choix fait par le Crédit Agricole de n'opérer que dans ces pays. Monsieur le rapporteur général, une question complémentaire. Oui, parce qu'on parlait du Luxembourg à l'instant, et la semaine dernière, le secrétaire général de la CPR nous a fait part des difficultés à exercer des contrôles, notamment au Luxembourg, puisque très concrètement, le régulateur luxembourgeois, en quelque sorte, réalisait lui-même l'échantillon sur lequel les contrôles devaient être faits. Et il a évoqué notamment la difficulté à contrôler des filiales, y compris de banques françaises. Donc, quelles sont concrètement, est-ce qu'il y a des instructions qui sont données à vos filiales en cas de contrôle sur place, de coopération avec le régulateur? Est-ce qu'il y a une remontée avec le régulateur français? En tout cas, c'est la difficulté que le secrétaire général nous a signalé. Donc, on sait qu'il y a des contrôles qui se sont mal passés ou pas très bien passés, dans la mesure où le régulateur français, en allant sur place, se heurte finalement à une faible coopération. On est dans un autre domaine. Donc, il y a le domaine fiscal qui, à mon sens, a réglé ses problèmes. Là, je parle bien de la régulation. Donc, il y a exécution de l'échange automatique. Là, on est dans le domaine de la régulation. Donc, les instructions qui sont données à nos filiales étrangères et d'obéir aux règles du régulateur local. Oui. On n'a guère le choix. Donc si le régulateur local ne veut pas transmettre d'informations sans accord de coopération juridique entre les pays, nous ne pouvons guère... Ah non, la coopération juridique n'est pas obligatoire. La coopération, le régulateur, lui, est souverain dans son pays, peut décider que les données sont transmissibles ou pas, et souvent décide qu'elles seront transmissibles s'il y a accord de coopération juridique qu'il faut mettre en œuvre. Donc c'est une procédure assez longue qui passe par le ministère de la Justice, c'est une procédure qui se déroule pas comme ça. Donc nous obéissons au régulateur local, évidemment. Merci messieurs. Je vais donner la parole à nos collègues qui ont sollicité. Éric Bocquet en premier lieu, il sera suivi de François Marc. Bien, merci Madame la Présidente. Bonjour messieurs. Effectivement, nous sommes plus d'un à avoir été surpris d'entendre parler du Crédit Agricole qui nous avait davantage habitués dans le temps au bon sens près de chez nous. Mais vous n'avez pas échappé, vous non plus, à la mondialisation, à la financiarisation à l'extrême, et vous vous retrouvez un peu dans la tourmente aujourd'hui. Cela dit, avant les révélations des Panama Papers, un rapport était sorti le 16 mars 2016
écrit par différentes ONG, Oxfam, le Secours catholique, CCAD, Terre solidaire, qui faisait une analyse complète de la présence des banques françaises dans les paradis fiscaux dans le monde. Et vous y figuriez bien sûr, et il nous est indiqué dans le document, vous me direz si vous infirmez ou confirmez, qu'en 2014, vous aviez réalisé 2,4 milliards de bénéfices à l'international, dont 700 millions dans les paradis fiscaux, soit 28,6% de ce chiffre. Donc est-ce que vous confirmez ou infirmez cette réalité? Le même document précisait que sur les 159 filiales de votre groupe figurant dans les paradis fiscaux, seules 7 entités étaient des banques de détail. Donc vous avez commencé à répondre, j'allais poser la question de quel type d'activité vous menez dans ces filiales, mais vous avez en partie répondu. Mais est-ce que si c'est transparent, est-ce qu'il y a nécessité absolue d'organiser des activités patrimoniales successorales dans des territoires où l'opacité règne? Si c'est transparent, pourquoi se cacher? Ensuite est venue l'affaire, les révélations des Panama Papers, évidemment, qui a secoué le monde entier, y compris vous. Vous n'avez pas été épargné. D'ailleurs, le chiffre cité de 1129 structures offshore gérées par vous depuis plusieurs années est supérieur à celui qui a été annoncé pour la Société Générale. Donc vous étiez la première banque concernée par cette affaire, si ce chiffre est confirmé. Avec donc le cabinet Mossack Fonseca, devenu bien sûr très célèbre depuis. Et ce chiffre donc remonte aux années 90, nous dit le document. Sur la première réaction de votre part sur un compte Twitter, apparemment, cette activité a cessé en 2015 et monsieur le directeur vient de nous parler de cessation en 2010, donc que s'est-il passé durant ces 5 années? Et en 2013, on nous parle également de 246 sociétés offshore encore actives. Donc il y a là divergence sur les chiffres. J'aimerais avoir quelques précisions là-dessus et pouvez-vous certifier et au besoin sur demande documenter vos informations et vos affirmations. Plus tard, votre établissement a publié un communiqué que je vais me permettre de citer. La banque privée du Crédit Agricole a engagé une démarche volontaire visant à s'assurer que chacun de ses clients est bien en conformité avec les services fiscaux de son pays de résidence. Fin de citation. Mais vous savez très bien que l'on peut être citoyen français, résident à Genève, possédant une société à Jersey et titulaire d'un compte à Hong Kong. Les montages permettent ce genre de mécanisme aujourd'hui. Donc, de quelle conformité, de quel pays prenez-vous compte pour vérifier la conformité de telle ou telle situation? Ensuite, un autre élément que je vais citer, Le Monde, le journal Le Monde, a parlé d'une filiale de Monaco, relevant du Crédit Agricole, qui s'appelait le Crédit Foncier de Monaco, qui a demandé expressément à partir de 2010 au cabinet Mossack Fonseca de ne jamais mentionner les noms complets des bénéficiaires ou des sociétés qu'il gérait pour son compte. Voilà ce que je lis dans Le Monde. Est-ce que vous avez un commentaire à faire sur cette déclaration? Ensuite, 2 réactions aux propos que j'ai entendus en propos liminaires. Vous dites, monsieur le directeur, que vous ne travaillez uniquement qu'avec les pays qui s'engagent à la transparence et à la coopération. Mais effectivement, monsieur le rapporteur général vient de rappeler fort utilement l'audition intéressante de madame la procureure du parquet national financier la semaine dernière, qui évoquait le cas de la Suisse, expressément, où effectivement il y avait relativement une bonne coopération administrative, mais quant au judiciaire, il y avait quelques réticences, pour ne pas dire plus, notamment sur 2 dossiers qu'elle n'a pas cités, bien entendu, mais qui montrent bien la réalité de cette situation. Enfin, dernière chose, je crois que c'est monsieur Hochet qui évoque les activités immobilières offshore et qui, je vous cite, dit « a priori, il n'y a pas de difficulté fiscale ». Je suis un peu surpris de cette expression « a priori ». N'est-il pas dans vos obligations réglementaires de vérifier qu'effectivement la situation fiscale est tout à fait conforme? Voilà, je vous remercie. Merci Éric Bocquet. Vous voulez bien répondre, monsieur le directeur général, tout de suite à notre collègue? Oui, je vais essayer, madame la présidente. J'essaie de prendre les éléments point par point. Effectivement, le Crédit Agricole peut surprendre lorsqu'il est pointé sur ce type d'activité. Je veux juste rappeler que le Crédit Agricole, c'est la 10e banque mondiale, la 3e en Europe. Nous sommes une banque universelle de 160 000 collaborateurs, de dizaines de millions de clients. Et donc, effectivement, nous faisons toutes les activités d'une banque universelle dans un monde qui est très globalisé, avec des risques, mais aussi toutes les obligations de contrôle qui sont inhérentes à ces risques-là.
Vous avez cité des chiffres que je ne valide pas un seul instant. Ce n'était pas votre source, mais sur notamment la part de nos bénéfices. Vous ne pouvez pas ignorer que le groupe Crédit Agricole travaille pour l'essentiel de son PNB en France. On ne peut pas faire 2,4 milliards de résultats dans des paradis fiscaux quand on en fait 4 ou 5 au total pour le groupe Crédit Agricole. En tout cas, cela ne serait pas compatible avec le fait d'avoir versé 5 milliards d'euros d'impôts sur les sociétés à l'État français sur les derniers exercices. Je pense qu'au rating des contributeurs fiscaux en France, nous sommes extrêmement bien placés. Et je le répète, les activités sur lesquelles nous sommes auditionnés aujourd'hui représentent au plus, en termes de chiffre d'affaires, je parle de toute la banque privée internationale, pas du tout que des structures offshore, 2,4% du PNB et seulement 0,9% pour le hors Europe. Je voudrais également dire, je sais que ce n'est pas populaire et qu'au fond j'affronte un a priori tout à fait extérieur. Les structures offshore, ce n'est pas illicite et ce n'est pas problématique par principe, dès lors que c'est transparent. Oui. Il y en a, il y en aura et il y a toujours des prestataires, y compris des grandes banques, qui vont continuer à faire ce type d'activité. Ce qui compte pour nous, c'est que nous soyons finalement, et c'est un choix volontaire, car nous pourrions faire autrement, nous soyons strictement opérants à l'intérieur des territorialités, des types de clientèle qui sont de toute façon soumis à ce que les politiques ont décidé, c'est-à-dire l'échange automatique d'informations quant aux informations fiscales. S'agissant de nos implantations, cela signifie que ce qui compte pour nous, pardonnez-moi de prendre un terme anglais, mais c'est le booking. C'est-à-dire qu'au fond, je prends un client français qui est un ayant droit sur une structure au Panama. En fait, il est français, mais ce qui va compter, c'est qu'il est client d'un booking qui soit est à Paris, soit à Luxembourg, soit à Monaco, soit en Suisse, soit à Hong Kong, qui sont tous des pays échange automatique d'informations. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est qu'au fond, là où le client est chez nous, nous soyons sur un territoire qui fasse partie de ce ring d'échange automatique d'informations. Et les 11 pays dans lesquels nous avons du booking sont tous de cette nature-là, ce qui me permet de tenir de façon très ferme et très solennelle la politique que je viens de citer il y a un instant. S'agissant du Crédit Foncier de Monaco, effectivement, c'est une banque qui appartient au Crédit Agricole. Par plaisir, on est premier ou deuxième, mais j'aime dire que c'est quasiment la première banque monégasque. C'est une banque que nous avons acquis grâce à l'acquisition d'Indosuez. Je rappelle que Monaco est en transparence fiscale depuis de très nombreuses années avec la France. C'est-à-dire qu'un Français qui va ouvrir un compte à Monaco est automatiquement, depuis très longtemps, déclaré à l'État français. Et lorsque nous imposons, comme dans tous nos contrats, à nos prestataires d'être dans la confidentialité de nos clients, c'est pour protéger nos données, protéger nos clients et non pas nous soustraire aux ayants droit officiels de lisibilité sur nos comptes que sont les autorités et le fisc. Voilà, donc par ailleurs, vous avez évoqué, monsieur le sénateur, d'autres activités dans des pays qui sont effectivement les pays dans lesquels ces activités s'opèrent pour des raisons industrielles ou au fond de professionnalisme. Je crois que c'est une erreur, pardonnez-moi de vous le dire, de considérer que le pays s'associe forcément à de l'opacité. Le financement des grandes structures, notamment de shipping ou d'aéronautique, se font dans des pays dont le nom a une connotation qui peut peut-être surprendre, mais qui se font en totale transparence à la fois de rémunération, de fiscalité et juridique. C'est le cas du financement du shipping, c'est le financement aéronautique dans lequel le Crédit Agricole, c'est vrai, et nous en sommes non seulement heureux mais fiers, est un des grands leaders mondiaux des financements de ce type d'activité. Je vais peut-être demander à Jean-Yves de préciser sur ces autres types d'installations dans ce type de pays, prendre un ou deux exemples pour montrer qu'au-delà des mots, par exemple les îles Caïmans ou l'île de Man, ou Guernsey, nous avons des activités qui sont liées au métier et qui ne posent aucun problème de transparence vis-à-vis des autorités. Monsieur Hochet. Merci. Bon, ce qui est très classique, c'est l'organisation en technique financière du financement des avions et des bateaux. Donc si nous prenons le cas des avions, généralement nous ne finançons pas la compagnie aérienne,
Nous finançons l'avion lui-même, donc l'avion va être enveloppé dans une structure juridique ad hoc. Cette structure juridique est l'emprunteur auprès de la banque. Ces emprunts sont payés par les loyers payés par la compagnie, et l'argent perçu par cette structure est, pour ce qui nous concerne, évidemment parfaitement connu du fisc français au terme de l'article 219b du Code général des impôts. Donc la raison, elle est purement, je le disais tout à l'heure, de technique de financement, puisque pour le cas où la compagnie en viendrait à ne pas payer son loyer, le Crédit Agricole va saisir cet avion et le revendre à une autre compagnie, ce qui d'ailleurs n'arrive généralement pas, puisque à la menace de saisie de l'avion, la compagnie paye, sauf si elle est vraiment en état de banqueroute. Voilà, donc ça se pratique dans certains pays ou dans certains États américains, dont la juridiction permet de le faire facilement, notamment au Delaware, dans lequel il y a pas mal d'immatriculations de sociétés aéronautiques. Pour les bateaux, il en est de même, avec souvent deux grands pavillons qui sont Panama et Île-de-Man. Donc là encore, le bateau va être enveloppé dans une structure juridique ad hoc. C'est la structure qui s'endette auprès de la banque. Les loyers payés par l'armateur à cette société paient l'emprunt. Et si l'armateur avait des difficultés à payer le loyer, sans aucune formalité juridique, la banque peut se saisir du bateau et assez vite le céder sur le marché mondial à un autre armateur. Là encore, pour les armateurs français, article 219b du Code général des impôts, j'ai en tête deux bateaux construits par un grand chantier naval de l'ouest de la France, qui ont été équipés par une grande société de croisière française. Ils ont été immatriculés au Panama, à ma connaissance, pour des raisons qui n'ont rien de fiscal. Bon, on revient aux questions de pavillon évoquées par Madame la Présidente tout à l'heure. Merci. François Marc va prendre la parole, ensuite André Gattolin. Oui, merci Madame la Présidente. Bonjour messieurs. Deux questions qui ont trait au sujet de préoccupation naturelle des autorités publiques sur le sujet de l'offshore, puisque l'offshore peut être jugé pernicieux dès lors qu'il y a évasion fiscale ou s'il y a blanchiment d'argent. Ce sont les deux préoccupations principales. À cet égard, s'agissant plus particulièrement de l'évasion fiscale, au fil des auditions que réalise la Commission, on a le sentiment que beaucoup d'arguments sont mis en avant pour légitimer les créations de comptes à l'étranger. On a entendu encore ce matin les principaux arguments sur la gestion de l'immobilier, le droit des successions, la domiciliation d'un yacht, d'un avion, etc. Mais pourtant, lorsque cette affaire a été rendue publique il y a quelques jours, je parlais de Panama, il a été dit dans la presse que, au fond, 80% des motivations que l'on pouvait retenir relevaient de l'évasion fiscale. Autrement dit, les quatre arguments rationnels que vous évoquez pèseraient, si ces informations étaient justes, pour 20%, alors que 80% des motivations reposeraient sur un désir d'évasion fiscale. Donc, je pense qu'il y a, si ces informations étaient vérifiées sur les chiffres, un sujet important à cet égard. Et dès lors, je voulais vous interroger sur le renforcement récent de vos contrôles et, au fond, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre programme dit de rectitude fiscale? Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi ça consiste précisément? Et deuxième question relativement au contrôle et aux vérifications à conduire justement pour éviter qu'il y ait des sociétés ayant des pratiques
sur du blanchiment ou autre chose de plus grave. On sait qu'il y a des sociétés qui refusaient de publier les documents administratifs réglementaires ou des états financiers annuels, et que dès lors, il fallait aller se réfugier dans un compte offshore pour permettre d'ouvrir les comptes, puisque ces sociétés refusaient de répondre aux exigences locales. Donc, quelles sont les vérifications auxquelles on procède désormais avant de proposer l'ouverture d'un compte à ces sociétés? Et enfin, dernière chose, puisque vous êtes devant une commission parlementaire, on a le sentiment que la législation française n'est pas au point. C'est pas au point sur le droit des successions, puisqu'il faut aller courir ailleurs pour trouver une réponse. C'est pas au point sur la gestion de l'immobilier, puisqu'il faut s'expatrier pour être capable de gérer un portefeuille immobilier. C'est pas au point sur la domiciliation d'un yacht ou d'un avion, parce qu'on est obligé d'aller sur des comptes à l'étranger. Donc, qu'est-ce que vous nous suggérez comme modification législative à faire en France pour que tout ça puisse être réglé à domicile, en quelque sorte, au lieu de mettre ces sociétés en péril, en difficulté, de leur procurer des tracas, les obligeant à aller à l'étranger? Est-ce qu'on ne peut pas simplifier notre droit pour répondre à toutes ces exigences? Monsieur le directeur général. Monsieur le sénateur, donc sur le premier pourcentage, évidemment, je suis incapable de le valider. Donc il y a des médias qui se sont prononcés, je ne sais sur quelle base, sur le pourcentage de motivation. Je voudrais également souligner, je ne l'aurais pas fait, mais je pense qu'ils sont de meilleurs tiers de confiance que nous-mêmes, que sur le site du consortium de l'ICIJ, qui a publié toutes ces bases, il est expressément écrit en anglais, mais je vais me tenter dans la traduction française, qu'il y a des raisons légitimes de créer des compagnies offshore dans ces juridictions et que beaucoup de personnes sont parfaitement en conformité fiscale là-dessus. Et donc les déclarations de ce consortium mettent bien en préambule que ces activités ne sont pas illicites par principe, loin s'en faut. Et je le cite à la traduction près, qu'il y a de nombreuses raisons légitimes pour que des personnes fassent appel à ces juridictions offshore sans que cela soit finalement dérogatoire à la rectitude fiscale. Voilà. Ce que je peux simplement témoigner et au fond attester de notre côté, c'est que nous avons terminé le travail de revérification fiscale, notamment des ayants droit français. Et dès lors qu'ils savent parfaitement qu'ils vont être dans l'échange automatique d'informations. C'est la preuve sur elle-même, c'est-à-dire que toutes ces clientèles-là, je vous en citais en toute transparence, quand je prends le chiffre maximum, c'est-à-dire quel que soit le prestataire et quel que soit le territoire, sur nos 13 000 clients français de la Banque privée internationale, nous avons aujourd'hui, je ne vais pas dire encore, parce que ce n'est pas le bon mot, nous avons 23 structures offshore et avec des ayants droit français. Ils le savent, ils le restent. Ce qui signifie que des raisons légitimes que je ne peux pas connaître ou que je pourrais connaître, mais qu'on ne va pas détailler cas par cas, font que ces clients considèrent qu'ils n'ont aucun problème de s'être structurés de cette façon-là et d'être soumis aux déclarations automatiques vis-à-vis des différents fiscs. Et donc nous serions au tout début d'une vérification fiscale, nous n'aurions pas le bénéfice du doute là-dessus. Mais nous en avons terminé, nous avons des structures offshore qui demeurent. Le fait, une nouvelle fois, de renoncer, nous, à être acteurs de la création, c'est plus pour de la lisibilité, pour qu'il n'y ait aucun doute sur le fait que nous ne sommes pas générateurs de ce conseil-là, et pas prestataires non plus. Ceci étant, le fait que nous ayons toujours en banque privée des clientèles qui, à travers ces structures-là, vont être soumis aux déclarations automatiques et aux échanges automatiques d'informations, et la preuve par la conscience des clients eux-mêmes que ceci est en parfaite rectitude fiscale. Sur la vérification des ayants droit, on va y répondre. Sur les biens, monsieur le sénateur, je pense, sans pouvoir l'attester de façon totalement précise à la virgule près, je pense que la question que vous posez sur le droit français n'est... Le problème, ce n'est pas directement ou seulement le droit français. On peut comprendre qu'une personne, et pas seulement française, qui achète ailleurs. Imaginez voilà, un Espagnol qui achète à Hong Kong. Il va essayer de trouver, parce que c'est licite, le cadre juridique et la formule juridique qui lui est la plus convenable
en respectant toutes les réglementations. Et donc dès lors que nous sommes dans ce monde très globalisé, dans lequel on donne l'usage, à tort ou à raison, mais on donne l'usage à nos clients ou à la société au fond d'opérer, dès lors que cela respecte la réglementation, eh bien on trouve effectivement des clientèles qui optimisent leur situation au regard de règles successorales, au regard de règles juridiques, au regard de règles de structuration. Je n'ai pas d'autre prétention que de venir témoigner devant vous que, s'agissant en tout cas du Crédit Agricole, ceci ne s'opère que dans le cadre d'une transparence et donc d'un ring dans lequel l'échange automatique d'informations donnera aucune opacité fiscale. Voilà, et je ne me permets pas de formuler la moindre recommandation sur l'évolution des réglementations, car au fond, l'existence de ces pays-là et le résultat de leur optimisation de réglementation pour être attractif sur tel ou tel aspect finalement de besoins exprimés par des clients. Sur les ayants droit, Jean-Yves, tu peux peut-être compléter. Sur les ayants droit, il y a finalement un avant l'échange automatique et un après. Dans l'avant, ce que nous demandons aux clients, c'est une attestation de ce qu'il est en conformité avec le fisc de son pays. Et nous lui demandons de donner son identifiant fiscal. La banque n'est pas habilitée à exiger d'un client qui nous donne sa déclaration d'impôt. On n'a pas les moyens juridiques de le faire. Ça, c'est l'avant. L'après, pour nous, il est plus simple. Et nous sommes extrêmement favorables. On l'avait dit devant votre commission, monsieur le sénateur, l'année dernière. C'est que la transmission est automatique. Nous donnons aux autorités fiscales du pays dans lequel nous tenons les comptes toutes les données et le reste s'ensuit. Donc il n'y a plus la question de la sincérité du client qui dit s'il est en conformité ou pas. Cette sincérité, elle est inscrite dans le processus. Je pense, pour répondre à une partie de la question, vu de notre point de vue, la partie fiscale du sujet est résolue. Après, il y a des questions juridiques. Pourquoi allons-nous dans certains pays? Parce que le droit est plus souple, mais c'est encore une fois un débat qui n'est pas nouveau, qui est de nature un peu différente. La fiscalité, c'est la part principale du sujet. Elle est résolue, mais c'est la part. Ça, c'est ce que dit la presse. Nous n'avons pas de confirmation. Monsieur le directeur. Oui, je voudrais quand même, peut-être, on peut lever un doute, en tout cas nous concernant. Voilà, nous avons toujours la même à peu près taille de banque privée internationale avant et après les vérifications. La banque privée internationale pour le groupe Crédit Agricole, c'est environ 110 000 clients. Voilà, et donc nous ne sommes pas passés de 110 000 à 3 000. Voilà, nous avons toujours 70 000 clients en banque privée internationale. Je vous ai donné des réponses précises sur les structures offshore. Et donc, je n'élude pas la possibilité, le fait qu'il y ait eu de la recherche d'évasion fiscale dans le passé. Je dis simplement que lorsque nous avons repassé toute la clientèle française, toute la clientèle Union européenne, et nous sommes en train de finaliser le reste du monde, nous ne voyons pas notre activité s'évaporer, en tout cas de façon significative, et dès lors nous pouvions considérer, si je devais tenter un pourcentage, que l'essentiel des motivations de nos clients n'était pas la recherche d'évasion fiscale. Merci. André Gattolin. Oui, merci Madame la Présidente. Bonjour Monsieur le Directeur Général, Monsieur le Directeur. Monsieur Brassac, vous avez évoqué effectivement le travail, semble-t-il, considérable qui a été fait ces dernières années pour l'extinction des sociétés offshore. Et vous avez dit que ça s'était fait par deux canaux, soit l'extinction pure et simple de la société, soit la cession. Vous avez évoqué notamment le cas de filiales vendues à MWT, donc ce groupe mauricien, en disant qu'il n'y avait évidemment une absence de liens commerciaux, j'imagine bien sûr capitalistiques, entre des filiales du Crédit Agricole et cette société. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est est-ce qu'on peut en savoir davantage sur ces cessions? Est-ce que du personnel qui travaillait pour le Crédit Agricole ou une de ses filiales en charge de ces comptes offshore ont été transférés vers cette société, repris par cette société, avec votre accord ou sans votre accord? Est-ce que la nature des cessions qui ont été effectuées se sont passées dans des conditions
je dirais, normale de marché de cession? Est-ce que quelles clauses ont été mises en place? Et est-ce que vous avez une vision de ce que deviennent les anciens, je dirais, collaborateurs des filiales du groupe du Crédit Agricole qui se sont retrouvés dans des sociétés de ce type, enfin vendues ou arrêtées? Qu'est-ce qu'elles sont devenues? Où est-ce qu'elles sont passées? Je vous remercie. Monsieur le sénateur, alors d'abord, je ne pense pas qu'il y ait de confusion, mais je préfère être très explicite. Nous n'avons jamais affiché que nous voulions mettre en extinction le nombre de structures offshore. Par principe, elles sont licites et elles peuvent être utiles. Nous affirmons simplement que lorsqu'il y en a, nous devons opérer dans un cadre qui permet la transparence fiscale. Ce que nous avons décidé, c'est l'arrêt d'être prestataires nous-mêmes, conseil, intermédiaire, créateur, gestionnaire de ces structures offshore. Je vais répondre à vos questions, j'espère le faire le plus précisément possible, mais je me rends compte à l'instant qu'en voulant faire plus loyal que la réglementation, je m'attire sur moi-même une sorte de soupçon. Ce sont des activités parfaitement légales, une nouvelle fois, que d'autres vont continuer à faire, et je pourrais très bien défendre de votre commission que nous avons gardé ces activités, comme d'autres banques le font, que nous avons, ou alors que nous sommes en partenariat, que nous y avions mis du capital ou que nous sommes en lien d'affaires. Nous avons pris cette décision parce que j'estime que sur le plan de la réputation, pour le groupe Crédit Agricole, dans un sujet qui est très vaste et qui est très complexe pour la lisibilité, ce que je disais en termes de politique générale, nous ne pouvons plus nous contenter de strictement respecter les réglementations de chaque pays. Nous devons donner une politique qui soit très lisible, sans ambiguïté, pour tous ceux qui nous observent. Et pour une grande banque comme le Crédit Agricole, la réputation est une valeur essentielle. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'arrêter ce type de prestations et de ne pas être, comment dire, reproché, non pas accusé mais reproché, d'être à la genèse du conseil pour structurer les patrimoines de cette façon-là. Pour être plus précis maintenant sur votre question, par deux structures, nous nous sommes mis en extinction tout court. C'est-à-dire qu'au fond, au Luxembourg notamment, nous pratiquions ce conseil et cette structuration offshore que nous ne faisons plus tout court. Il n'y a pas de cession, nous avons arrêté l'activité. Et s'agissant notamment de Crédit Agricole, le Suisse Conseil que nous avons cédé, pour le coup, en toute transparence, à une structure qui est parfaitement connue. Nous n'avons passé aucun accord commercial. Par contre, vendre une structure, c'est évidemment, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, vendre les collaborateurs avec. Sinon, il n'y aurait pas... Bon. Et je rajoute, pour être très... Alors, nous n'avons pas de capital, nous n'avons pas de liens commerciaux, mais nous avons mis un détachement d'une personne, pour être très précis, pour, au fond, surveiller la transition et faire en sorte qu'il n'y ait pas de difficulté par rapport à nos clientèles. Et donc, de façon très concrète, nous avons un détachement pour 2 ou 3 années d'une personne qui est en fait là pour vérifier que ce que nous avons décidé de faire s'opère de façon convenable. Tu avais des précisions à apporter, Jean-Yves? Non, je voulais simplement confirmer ce que tu dis. C'est-à-dire comme dans toute cession, l'acheteur achète la société et les employés, généralement, sont transférés en tout ou partie chez Nouvel Acheteur. Voilà. Oui, pardon, on me souffle à l'instant, donc je précise quand je dis qu'il n'y a pas de lien commercial, encore moins des commissions d'apport. Voilà. Mais comment dire, cette idée que nous pourrions simplement mettre à côté de façon moins visible cette activité n'est pas rationnelle, parce qu'au fond, si nous voulions faire ça, nous pouvions garder la structure elle-même. Et affronter, au fond, l'explication, comme d'autres la donnent aujourd'hui, en disant que ce qui compte, au fond, c'est la transparence fiscale. Nous allons plus loin que les contraintes en abandonnant ce type d'activité, parce que cette activité, à tort ou raison, de façon rationnelle ou pas, crée un problème de réputation pour les banques qui opèrent. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Voilà pour cette audition dans le cadre des travaux de la Commission des finances qui cherche à évaluer le chemin parcouru pour lutter contre l'évasion fiscale et qui reste visiblement à parcourir. Place à présent à l'audition de la BNP Paribas qui s'est déroulée le même jour et sur le même thème. Précision tout de même, la BNP avait déjà été auditionnée en 2012 dans le cadre de la commission d'enquête sur le rôle des banques dans l'évasion fiscale. À l'époque, Baudouin Pro était alors PDG de la BNP Paribas et il avait déclaré qu'il voulait retirer toutes ses activités du Panama en 2009, mais qu'il avait été dissuadé par le Quai d'Orsay. Depuis, vous le savez, la banque a été elle aussi mise en cause dans le scandale des Panama Papers. Tout de suite donc, retour à l'audition de BNP Paribas.
Je vous remercie de l'occasion de nous exprimer dans ce forum sur ce sujet important et de vous informer des actions du groupe dans le domaine de la lutte contre la fraude fiscale. Alors dès 2009, et la transposition de la 3e directive qui intègre la fraude fiscale comme dans le cadre régissant la lutte contre le blanchiment, notre groupe a initié un programme très important, très rigoureux de renforcement de nos modes de commercialisation et de contrôle au niveau de la banque privée internationale. Alors dans le cadre de ce programme, 4 décisions structurantes ont été prises que je voudrais vous énumérer, puis j'entrerai un petit peu plus en détail ensuite dans chacune d'elles. Ces 4 décisions sont les suivantes. Premièrement, le renforcement continu de notre dispositif de connaissance de clients, le KYC, Know Your Customer. Désolé de l'anglicisme, mais c'est vraiment le terme qui est communément utilisé pour cet exercice. Deuxièmement, l'arrêt de nos activités liées à l'administration pour nos clients de sociétés offshore. La demande systématique de déclaration de conformité fiscale auprès de tous nos clients résidents français, Union européenne et OCDE depuis 2013. Et enfin, aussi depuis 2013, nous n'ouvrons plus de compte au nom de sociétés offshore pour des bénéficiaires économiques finaux, résidents fiscaux français. Alors, je vais maintenant peut-être rentrer un petit peu dans le concret de chacune de ces mesures pour vous donner une bonne idée de ce dont il s'agit. Alors, dès 2009, nous avons entrepris un programme donc très conséquent de renforcement de notre processus de KYC qui vise à nous assurer de la bonne connaissance de nos clients. Toute nouvelle entrée en relation dans le monde, où que ce soit dans le monde, est validée par un comité d'acceptation client, un comité qui se tient en commun entre les équipes de la banque privée et les équipes de la conformité. La fonction conformité au sein du groupe BNP Paribas est une fonction indépendante des métiers, intégrée globalement, dont le responsable global est ici présent, Éric Martin. Éric Martin reporte directement à Jean-Laurent Bonafé, notre directeur général. Ça représente combien de personnes, ce comité? La conformité? Oui. Aujourd'hui, 2700. 2700. On vient de 1700 à peu près à la fin 2014. Pardon. Nous venons donc d'à peu près 1700. La question c'était combien de personnes sur cette... 1700 à la fin 2014, à peu près 2700 à la fin 2015, avec un objectif d'être proche de 3500 à la fin de cette année. Merci. Dans ces comités d'acceptation client, la direction de la conformité a un droit de veto final sur à la fois l'entrée en relation ou la continuation d'une relation avec nos clients. Donc dans ces comités, il s'agit de comprendre parfaitement qui sont nos futurs clients ou nos clients, leur motivation, l'origine des fonds, la transparence des flux qui vont transiter sur nos comptes, ainsi que le type de gestion qui est adapté à notre client. Alors ce filtre s'inscrit naturellement dans le cadre général de la lutte contre le blanchiment, contre la fraude fiscale, contre la corruption, le financement du terrorisme, ainsi que bien sûr toutes les sanctions, le respect des sanctions internationales actuellement en vigueur. Alors dans le cas d'utilisation de structures offshore, de personnes morales, et j'aurai l'occasion de revenir sur ce que l'on entend chez BNP Paribas par structure offshore. J'y reviendrai tout à l'heure. Dans le cas d'utilisation de structures offshore, les bénéficiaires économiques sont toujours connus. C'est sur le bénéficiaire économique que se fait le KYC et non pas sur la structure. C'est vraiment nous souhaitons connaître le bénéficiaire économique final. Donc nous analysons dans ce cas le bénéficiaire économique final et puis la raison d'être de cette structure. Pourquoi utiliser une structure dans le cas qui nous intéresse à chaque comité d'acceptation client. Si le bénéficiaire économique final ne peut être identifié ou validé, à ce moment-là, notre relation ne se fait pas. Donc on ne peut pas absolument parler de société écran puisque nous regardons à travers la société qui est le bénéficiaire économique ultime de cette société.
Tous les clients font l'objet d'un score de risque multicritère qui est le même mondialement, qui détermine le niveau de risque d'une relation et la fréquence de revue de cette relation. Dans notre jargon, c'est le score MLRA, c'est notre jargon interne. Les transactions réalisées sur les comptes font également l'objet de filtres systématiques pour en assurer la conformité. Et je précise que ce dispositif, donc, est un dispositif qui est en place dans toutes nos implantations de banques privées internationales, est revu non seulement par notre inspection interne, mais aussi par tous les régulateurs qui nous surveillent dans tous les pays où nous opérons, et encore récemment mondialement par la CPR. Bon, ça, c'est pour la première partie qui est le Know Your Customer. En deuxième lieu, depuis 2010, nous avons entamé un processus de cession de nos activités liées à l'administration de sociétés offshore. Les liens avec sociétés ont été stoppés dès la cession de ces sociétés et qui exercent depuis leur activité en propre, c'est-à-dire de manière indépendante par rapport à notre groupe. Alors là, il y a eu un certain nombre de cessions, je vais juste les énumérer pour vous donner une idée de l'ampleur de l'exercice. En 2010, nous avons vendu BNP Paribas Bahamas Limited à Bank of Nova Scotia, une banque canadienne. La société a ensuite été, nous avons vendu le fonds de commerce à l'activité à Bank of Nova Scotia. Nous avons gardé la structure juridique qui a ensuite été liquidée en 2013. La succursale de BNP Paribas Wealth Management à Panama a également été vendue en 2010 à la Banque of Nova Scotia, la même banque canadienne. Et la structure juridique BNP Paribas Wealth Management Panama a été liquidée en 2012. BNP Paribas Trust Company à Genève a été cédé en 2010 au groupe Watamar et a été ensuite renommé par ce groupe Candeo Corporate Services. Fidupar au Luxembourg a été cédé en 2014 à un cabinet d'expertise locale, d'expertise comptable locale. Et puis la dernière, BNP Paribas Trust BV aux Pays-Bas, a été cédé au début de cette année à un cabinet là aussi d'expertise comptable locale. Donc, toutes ces sociétés ont donc été cédées. Aujourd'hui, BNP Paribas n'exerce pas d'activité d'administration de sociétés offshore pour le compte de ses clients. Alors, en troisième décision importante, depuis 2013, nous avons renforcé notre dispositif spécifiquement contre la fraude fiscale. Deux choses là-dessus. Tout d'abord, pour tous nos clients résidents de la France, l'Union européenne en général et l'OCDE, nous demandons systématiquement à tous nos clients une déclaration de conformité fiscale. Une fois ces déclarations de conformité fiscale obtenues de nos clients, leur fiabilité... Je vous interromps une minute. Pour tous vos clients nouveaux ou pour tous ceux qui sont déjà là? C'est-à-dire tous ceux qui étaient là, le stock. Tous les clients en compte chez nous, clients résidents fiscaux de la France, de l'Union européenne ou de l'OCDE, ce grand ensemble de 50 pays, tous les clients résidents fiscaux de ces pays ont dû nous renvoyer une déclaration de conformité fiscale. Nous avons envoyé 30 000 lettres. 30 000 lettres? Oui. Alors, ces déclarations étant faites ou pas faites, je reviendrai sur ce qui se passe lorsque nous ne recevons pas cette déclaration. Lorsque nous recevons cette déclaration de conformité fiscale, nous allons valider la fiabilité. Ceci est fait avec nos équipes de conformité et nos équipes juridiques du groupe et les équipes de la banque privée bien sûr, mais surtout avec les équipes de conformité. On va valider la fiabilité. Et nous faisons ça à l'aide d'un certain nombre de critères de conformité fiscale que nous avons mis au point. Typiquement, lorsqu'il y a des flux réguliers entre le compte offshore et le compte du client dans son pays d'origine, c'est un facteur rassurant. Lorsqu'il n'y a jamais de mouvement, c'est un facteur aggravant. Voilà. Donc il y a toute une série d'indicateurs que nous avons mis en place. Et même lorsque nous avons reçu une déclaration de conformité fiscale, s'il y a des facteurs aggravants en quantité, à ce moment-là, nous ne l'acceptons pas, nous ne la validons pas.
Alors que se passe-t-il lorsque nous ne recevons Pour vous, pas... les facteurs aggravants, c'est... Donnez-nous 2-3 exemples. C'est pas celui-là. Pas du tout de... Pas de lien, un client qui est difficilement joignable, un client qui ne se connecte jamais à son compte sur nos sites internet pour savoir quelle est l'évolution du compte, typiquement voilà le genre de choses. Donc un client qui a tout le comportement, lorsqu'il y a pas mal de mouvements en cash sur le compte, en liquide, tout ça sont des indices de suspicion, je dirais, de non-conformité. Donc lorsque nous recevons une déclaration de conformité fiscale, mais il y a existence d'un certain nombre de ces facteurs aggravants, nous ne la validons pas. Alors que se passe-t-il maintenant lorsque nous n'avons pas reçu de déclaration ou lorsqu'elle n'est pas validée? Ben là, il y a deux choses. Le compte est bloqué, donc le client n'a plus accès à ses fonds, puisque nous avons acquis une sorte de certitude interne, comme quoi, une conviction, comme quoi le client n'est pas conforme fiscalement. Donc le compte est bloqué. Et ensuite, il n'y a plus que deux options. Soit le client nous demande de rapatrier l'argent dans son pays de résidence fiscale. Et donc là, il est vu dans son pays de résidence fiscale. À propos, si cet argent venait chez BNP Paribas, en France par exemple, nous devrions faire une déclaration auprès de Tracfin. Oui, Tracfin. Voilà. Soit le client, nous l'accompagnons auprès des autorités fiscales de son pays de résidence pour qu'il se déclare, pour régulariser sa situation. Et en attente de régularisation, le compte est donc bloqué. J'ai une première question et puis ensuite le rapporteur général et nos collègues qui vont s'inscrire. Je vous pose une question sur... vous nous avez dit que vous avez mis fin aux activités services fiduciaires, à la gestion, à l'ouverture, à la gestion de société écran, mais vous n'avez pas bien évidemment externalisé tout cela. Pour sortir du bilan de la banque et garder des offres à vos clients, c'est ma question. En effet, selon Le Monde, fin 2010, la BNP avait cédé au cabinet luxembourgeois Vatamar et compagnie sa fiduciaire suisse, BNP Trust Company SA, qui comptait 70 sociétés offshore actives. Et cette dernière avait été rebaptisée Candéo Corporate Service. Toutefois, selon les déclarations du directeur de Candéo, Patrick Taverne, d'après Le Monde toujours, Candéo continue à travailler principalement pour BNP pour des raisons de relations interpersonnelles. Donc ces deux activités ont été réellement scindées. Gardez-vous des liens avec cette ancienne filiale, qu'ils soient capitalistiques ou d'une autre nature, y compris informels d'ailleurs. Avez-vous des relations avec les clients de Candéo Corporate Service quand il s'agit de clients que vous aviez redirigés vers l'option autrefois? Voilà, et vous avez dit que vous ne mettez plus en place de société écran, directement ou indirectement, via une filiale ou un partenaire. Et vous dites, vous n'ouvrez plus de compte pour les sociétés offshore dont le bénéficiaire est un résident fiscal français final. Pourquoi avoir décidé de mettre fin à cette activité? Et quelle alternative proposez-vous à ceux qui auraient des motifs à vos yeux légitimes? Et est-ce qu'éventuellement vous pourriez nous dire ce qu'il faudrait faire pour que des véhicules français suffisamment souples permettent d'atteindre les mêmes buts? Puisqu'au fond, la Commission des finances est à la recherche de cela. Il y a des freins, on parle de freins, et dans ce contexte, est-ce que vous auriez une idée de ce qu'il faudrait faire? Alors, je vais répondre aux différentes questions. Vous avez plusieurs questions. Sur la cession de notre filiale BNP Paribas Trust Compagnie à Genève, donc comme je l'ai indiqué, comme vous le rappelez, elle a eu lieu en 2010. Elle a été cédée donc à cette société Watamar et depuis renommée Candéo Corporate Service. Voilà. Tout ceci est exact. Je n'ai pas utilisé le terme externalisation, j'ai utilisé le terme cession. Nous avons vendu cette filiale à Watamar. Depuis cette date, cette société Candéo Corporate Services, donc le nouveau nom de notre filiale, conduit ses activités en propre,
indépendamment de BNP Paribas. Nous n'avons pas d'éléments concernant d'éventuels liens à titre personnel entre des collaborateurs BNP Paribas et des collaborateurs Candéo. Il n'y a pas de politique de traité avec Candéo, il n'y a pas d'accord commercial avec Candéo. Et d'ailleurs, comme nous n'ouvrons plus de structure au nom de clients français depuis 2013, il n'y aurait même pas de raison d'en avoir. Voilà. Voilà pour la relation Candéo Corporate Services. Il n'y en a pas pas de relation commerciale entre BNP Paribas et Candéo Corporate Services aujourd'hui, et ni depuis la vente. Alors sur la question de savoir quelles seraient les améliorations à apporter pour que les clients français n'aient pas besoin d'avoir recours à des structures dans les pays offshore. Alors je crois que pour répondre à cette question, il faut voir que l'utilisation de structures offshore doit s'apprécier un petit peu en fonction de l'environnement juridique, loi successorale, fiscale des différents pays dans lesquels nous opérons. Tout n'est pas pareil et tous les pays du monde n'ont pas à leur disposition un cadre juridique stable, un environnement de loi successorale aussi clair, défini que celui que nous connaissons en France. Et donc, ce qui est vrai pour la France n'est pas forcément vrai pour d'autres pays. Je pense et notamment les pays hors OCDE, Asie en particulier, fonctionnent de manière assez différente. Donc il faut vraiment regarder les pays par pays. Pour ce qui concerne la France, nous considérons qu'il existe en France les outils juridiques nécessaires pour la gestion, la structuration et la transmission de patrimoine à disposition aujourd'hui en France. Donc nous ne voyons pas aujourd'hui pour un résident fiscal français de nécessité absolue d'aller chercher une structure offshore. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, depuis 2013, nous avons décidé que nous n'avons plus de compte de ce site parce que nous ne voyons pas la nécessité. Donc voilà. Merci beaucoup. Monsieur le rapporteur général. Je voudrais juste préciser sur ce point une chose, c'est qu'à nouveau, ceci est vrai pour la France. Nous allons, notamment pour les pays hors OCDE, Asie en particulier, nous allons faire une analyse dans les mois qui viennent, un petit peu cas par cas, pays par pays, de la situation, l'environnement juridique, environnement fiscal et loi successorale pour définir notre politique à l'avenir sur les pays hors OCDE. Mais là, on est assez loin de du périmètre qui nous concerne aujourd'hui, qui est spécifiquement la France. C'est important de le préciser. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Monsieur le rapporteur général. Merci, Madame la Présidente. Merci, messieurs. Alors voilà, je lis le bulletin quotidien qui est toujours très intéressant. Et là, qui parle aujourd'hui, BNP Paribas n'a plus de filiale aux îles Caïmans et possède encore 2 succursales actives. Et donc l'information, c'est que vous avez confirmé hier la fermeture de filiales aux Caïmans, mais vous y tenez encore 2 succursales, donc qui seraient BNP Paribas SA et il manque de détails, Bank of West et une entité qui s'appelle Marc Finance. Alors pourquoi cette activité Marc Finance n'est pas comptabilisée dans le périmètre du groupe? Et c'est la première question. Et quelle est l'activité de ces filiales aux Caïmans? Parce qu'on parle beaucoup de Panama, mais un jour on va peut-être s'intéresser aux Caïmans. Voilà, c'est la première question. La deuxième question sera la même qu'à vos prédécesseurs d'une autre banque. Quelle serait l'attitude de la banque si un client vous demandait de participer à une opération dont la finalité serait exclusivement fiscale? Donc concrètement, on appelle la notion de droit, donc qui aurait, quelle serait l'attitude si vous proposez un montage, c'est un client régulier, donc quelle serait l'attitude? Et la deuxième question, vous avez évoqué à l'instant le fait que vous recherchiez l'identité réelle de bénéficiaires de trust, par exemple. Ce qui nous étonne un peu, c'est qu'on a entendu la semaine dernière Madame Moulette, la procureure du PNF, qui nous a dit que malgré tous les textes, tous les accords en matière de coopération judiciaire, très souvent, il était extrêmement difficile, voire impossible, pour le PNF de connaître l'identité des bénéficiaires effectifs de trust. Et ça rejoint un peu les propos de la DGFiP, qui nous a également confirmé toutes les difficultés qu'elle avait en matière de coopération fiscale internationale pour connaître l'identité des trust. Alors pourquoi une banque pourrait
connaître l'identité réelle des bénéficiaires de trust. Vous allez me dire c'est peut-être une base volontaire, sinon vous fermez les comptes des clients, alors même que l'administration fiscale ou le parquet national financier n'y arriverait pas. Et dans ce cas-là, si vous connaissez l'identité réelle des bénéficiaires de trust, est-ce que vous transmettez cette information vous avez parlé du Know Your Customer tout à l'heure, donc vous êtes censé connaître vos clients. Est-ce qu'il y a une coopération, notamment avec l'administration fiscale française, pour transmettre ces informations? Merci. Bien sûr. Vous avez 3 questions. Une question sur le Caïman, auquel je vais répondre tout de suite. Une question sur que faisons-nous en cas d'opération à finalité purement fiscale. Je laisserai Christian Comollet Principalement fiscale. Principalement fiscale. Nous avons un code de conduite, en l'occurrence, qui est très clair, donc nous allons pouvoir vous répondre assez facilement. Et puis, je reprendrai la parole peut-être pour la partie trust. Alors, sur les Caïmans, les articles récemment parus dans la presse sont exacts au sens où l'on souligne le fait que notre groupe a réduit très fortement le nombre d'implantations aux Caïmans depuis un certain nombre d'années. À aujourd'hui, il est exact que nous n'avons aujourd'hui que 2 entités aux Caïmans, aux îles Caïmans, qui sont les 2 succursales, comme vous le soulignez, l'une de BNP Paribas SA et l'autre de Bank of the West SA. Bank of the West, je rappelle, est notre filiale de banque de retail aux États-Unis. Alors que ce même nombre de 2 était de 10 en 2012 et de 6 en 2014. Vous voyez, la réduction a été considérable au cours des dernières années. Je précise d'ailleurs, comme information supplémentaire, que la succursale Bank of the West est inactive et en cours de clôture. Alors, le Marc Finance, vous posez une question spécifiquement sur Marc Finance. Marc Finance est une société qui est déconsolidée parce qu'elle est trop petite pour être... c'est une filiale qui existe, mais qui est déconsolidée parce qu'elle est trop petite pour faire en dessous des seuils de consolidation. Marc Finance est une... C'est pas lié à François Marc? Non, c'est pas lié à François Marc. Non. Je vous donne l'information. On le mettra dans le questionnaire. Mais c'est une fille qui est devenue, qui est toute petite et donc en dessous des seuils de consolidation, donc n'est plus consolidée. Quand on parle de Caïman, il faut tout de même souligner que toutes nos activités, les deux succursales qui opèrent au Caïman, nous sommes fiscalisés aux États-Unis, donc il n'y a pas ni objectif ni effet d'optimisation fiscale pour BNP Paribas du fait de ces deux succursales au Caïman. Et puis aussi rappeler quand même que les Caïmans sont une juridiction qui a, après un examen par le Forum mondial, l'OCDE en 2013, approfondi de leur structure juridique, procédure, etc., s'est vu considéré comme étant conforme par le Forum mondial de l'OCDE. Et puis, par ailleurs, les Caïmans, c'est une des juridictions qui s'est engagée à l'échange automatique d'informations dès 2017, donc, en fait dès la fin de cette année. Pour préciser le cadre de fonctionnement de cette juridiction. Je passe la réponse. Oui, sur les Caïmans, d'ailleurs, on peut ajouter que les Caïmans pratiquent avec la France de l'échange automatique d'informations depuis 2005. C'est quelque chose qui est un petit peu perdu de vue, mais dans le cadre de la directive épargne, en fait, les Caïmans échangent de l'information de manière automatique avec la France. Alors, pour en revenir à la question sur les opérations à but exclusivement fiscal, là, il faut être tout à fait clair. Principalement, le groupe BNP Paribas ne s'engage ni pour lui-même ni pour ses clients dans des opérations qui n'auraient pas d'autre finalité que fiscale. Nous avons en la matière une pratique tout à fait claire et des codes de conduite tout à fait clairs. C'est d'une part le respect de la loi, bien sûr,
dans les différents pays dans lesquels nous sommes implantés. Mais c'est aussi une analyse de chaque opération en allant au-delà de sa simple validité juridique. On s'assure que chaque opération a bien une finalité économique on a, je dirais, en la matière une approche qui s'apparente à du plus 10 ans, c'est-à-dire que nous avons tendance, y compris dans des pays qui n'ont pas forcément un appareillage aussi sophistiqué que la France en matière de lutte contre les abus, nous avons tendance à apprécier les opérations à l'aune de l'abus de droit à la française. Donc, que ce soit pour le groupe BNP ou pour ses clients, nous veillons à ce que les opérations n'aient pas une finalité fiscale, mais bien une finalité économique. Monsieur le rapporteur général. Je reprends sur les trusts, que c'est une question qui revient régulièrement. Je pense que c'est important d'en dire un mot. La difficulté qu'a évoqué le PNF et l'administration. D'accord. Alors, je pense que quand on parle trust, il faut peut-être redire un petit peu ce que c'est qu'un trust. Qu'un trust n'est pas la même chose qu'une société offshore. Il faut juste qu'on soit, comprendre ce que c'est qu'un trust. Le trust est un outil juridique qui est reconnu par la loi, la common law britannique, c'est quelque chose qui est commun dans la common law britannique, et donc un outil qui est utilisé de manière assez courante par nos amis britanniques pour la gestion de leur patrimoine ou de leur succession. L'Amérique britannique est dans le monde les différentes juridictions, les différents pays qui utilisent la common law britannique, notamment l'Asie. Et le trust est un outil qui est très communément utilisé par les clients asiatiques. BNP Paribas aujourd'hui a 2 sociétés de trust, de gestion de trust en existence, une à Jersey et l'autre à Singapour, Jersey Trust Company et Singapour Trust Company. Je précise qu'au sein de ces 2 sociétés, nous ne gérons aucun trust pour des résidents fiscaux français, donc, mais ces 2 sociétés existent. 90% des trusts que nous gérons sont pour des Asiatiques. Donc ça me donne une idée de là où ça se passe. Le trust, c'est quoi? C'est une enveloppe de gestion et de transmission. Le trust, par rapport à ce que nous connaissons ici en France, c'est ce qui se rapproche le plus de l'assurance vie, en réalité. Donc c'est une enveloppe de gestion d'un patrimoine avec des clauses bénéficiaires. C'est assez... Alors, c'est un peu différent, mais c'est le plus proche que je peux trouver, c'est l'assurance vie, pour donner une image de comment cela fonctionne. Alors, le droit français ne reconnaît pas le trust. En revanche, les trusts ont fait l'objet d'une attention par le législateur français, qui a instauré une obligation de déclaration auprès du trustee. Donc la société de gestion du trust, le trustee doit déclarer le trust aux autorités françaises dès lors que l'un des bénéficiaires est résident français ou l'un des biens détenu par le trust est situé sur le sol français. Donc obligation de déclaration. Le législateur a aussi prévu que le bénéficiaire du trust serait taxé en France à l'ISF ou toute autre taxation, donation, succession, au même titre qu'un résident fiscal français. Alors vous me posez la question de savoir comment est-ce que l'administration fiscale, si tous les gestionnaires de trust font leur travail tel que c'est demandé par la loi française, c'est déclaré. Pour ce qui nous concerne, nous n'en gérons pas pour des Français, donc quelque part pas concernés par cette situation. Parce que nous n'en gérons pas pour des clients français. Mais si il y a déclaration, à ce moment-là, le trust est totalement transparent. Et quelque part, il n'y a pas d'intérêt pour un résident fiscal français d'utiliser un trust comme enveloppe pour gérer ses actifs, parce que c'est totalement transparent.
Voilà, j'espère avoir été un peu clair sur Alors, une société offshore peut être une société qui est quelque part détenue par le trust. On en revient, mais c'est vraiment une enveloppe de gestion, le trust. C'est rien d'autre qu'un engagement de gérer un patrimoine pour le compte d'un client dans certaines règles et avec certaines clauses de successorale ou de clauses bénéficiaires, d'ailleurs qui sont succession ou pas de succession. Parfois des trusts peuvent... c'est la différence avec l'assurance vie. L'assurance vie déverse en cas de décès du détenteur de la police. Le trust peut se libérer sur des enfants, par exemple, dans certaines conditions, et pas forcément en cas de décès, pas uniquement en cas de décès de la personne détenteur du trust, constituant du trust. Merci. Je peux demander une précision, Monsieur Comollet-Thierman. Vous avez répondu sur le fait que la question était l'exclusivement fiscale. Vous avez le même propos si c'est partiellement fiscal? Donc, nous, comme je le disais, on se cale sur l'abus de droit, à la française. Donc, les opérations à finalité fiscale, nous ne les pratiquons pas. Après, dans toute opération, la charge fiscale est un élément de coût à prendre en compte comme toute autre charge. Donc le coût fiscal d'une opération est pris en compte dans l'appréciation de la rentabilité globale d'une opération. Mais en aucun cas l'objet de l'opération doit être d'éviter un impôt qui serait normalement dû. Merci. Éric Bocquet est inscrit. Il sera suivi de François Marc. Bien, merci Madame la Présidente. Bonjour messieurs. Monsieur le Directeur, donc vous avez évoqué les dernières années pour décrire les évolutions de votre établissement en matière de gestion, de sociétés offshore notamment. Mais moi je voudrais revenir à l'audition de M. Bauduin-Pro en son temps, le 17 avril 2012, qui avait été entendu par la commission d'enquête relative au sujet de l'évasion fiscale, et également aux propos de M. Pébreau le 9 juillet 2013. Alors c'était une audition, celle-là, à huis clos, mais j'en ai pris des notes assez précises, j'en ai un souvenir assez précis, donc je vais m'y référer pour vous interroger sur certains aspects qui viennent d'être évoqués. Donc M. Pro avait déclaré en 2012 que rien dans l'activité de notre groupe ne conduit à l'évasion fiscale. Et vous venez de nous dire là que depuis 2013, on n'ouvre plus de compte offshore. Donc là, il y a un petit décalage qui m'interpelle, évidemment. Les révélations de l'opération Panama Papers à laquelle on se réfère depuis le début de ces auditions mentionne le chiffre de 468 sociétés offshore depuis les années 80 gérées et créées par votre établissement à partir du cabinet Mossack Fonseca que tout le monde connaît aujourd'hui. En 2010, effectivement, vous gériez 4207 trusts à Hong Kong et Singapour. Vous venez de confirmer que c'était essentiellement pour une clientèle asiatique. Ces localisations le confirment. J'ai pour ma part en ma possession des documents internes qui montrent par le menu et le détail les explications relatives à la création et la gestion de trusts. Donc là aussi, il y a une contradiction qui m'interpelle et sur laquelle j'aimerais que vous vous exprimiez. Monsieur Pébreau, je me souviens, avait cité également en 2013 la présence de filiales de la BNP Paribas sur deux territoires précis, le sultanat de Brunei et les Philippines, qui à l'époque figuraient déjà sur la liste des territoires non coopératifs, les ETNC. Donc là aussi, il y a un éclaircissement sans doute à apporter. Je voudrais ensuite évoquer l'amende que les autorités américaines ont infligée à votre établissement l'an dernier, je crois, fin 2015, de près de 9 milliards de dollars, me semble-t-il. Est-ce que, donc c'est relatif à des activités avec des pays sous embargo américain, 3 ou 4 d'entre eux, est-ce que ces activités auraient pu être menées à partir de sociétés offshore, à partir de certains territoires figurant sur la liste OCDE, par exemple, des paradis fiscaux et par ailleurs, est-ce que cette amende a pu être, comment dirais-je, figurée en perte fiscale pour votre établissement par rapport au fisc français ?
Ensuite, on vient d'évoquer, effectivement, nous avons appris hier par une dépêche de l'agence Reuters que vous alliez fermer vos filiales aux Caïmans. Alors les Caïmans qui sont un territoire quand même très très particulier, même si depuis 2005 il nous est dit que la coopération semble fonctionner. Rappelons quand même qu'il y a un immeuble à Georgetown, la capitale des îles Caïmans, qui s'appelle Hoagland House, qui est le siège de 12 748 entreprises. C'est un immeuble de 5 étages, je précise. Donc il y a effectivement quelques raisons de s'inquiéter de cette situation. Et donc ça c'était largement après 2005. Alors quelles activités meniez-vous dans ces filiales aux Caïmans et pour quelles raisons avez-vous décidé de quitter ce territoire, au moins en partie? Merci. Merci, monsieur le directeur. Alors, ça fait beaucoup de questions. Alors, je vais essayer d'y répondre le plus précisément possible. Sur les propos de Baudouin Pro devant cette commission en 2012, moi, je ne vois rien qui infirme ce que vous a dit Baudouin Pro. Nous avons, rien en 2012 dans l'activité de BNP Paribas était une incitation à l'évasion fiscale. Parce que les mesures que nous avons prises, que je vous ai décrites tout à l'heure en grand détail sur notre politique interne, datent de avant 2012, puisque nous avons commencé notre programme en 2010, en différentes étapes, et renforcé progressivement. Et effectivement, une des étapes a été que depuis 2013, nous n'avons plus de structure offshore pour des clients résidents fiscaux français. Mais avant 2013, BNP Paribas avait déjà une attitude totalement responsable en la matière. Vous me parlez des chiffres qui ont été mentionnés dans la presse sur un nombre de structures ouvertes ou gérées par le cabinet Mossack Fonseca. C'est un nombre de 460 structures. Moi, je ne fais pas commentaire sur ce chiffre de 460. Moi, je vous donne le chiffre tel que nous l'avons. Aujourd'hui, nous avons, comme je le disais, aujourd'hui 4 structures ouvertes, non bloquées, dans ces 38 juridictions. Je précise qu'au titre de parmi ces 4 structures, il y en a 2 qui sont des structures panaméennes, et 2 autres dans d'autres juridictions que Panama. Et voilà les informations aujourd'hui en termes de photographie que nous avons à la suite de notre programme mis en place depuis un certain nombre d'années. Je crois que les chiffres qui ont été mentionnés dans la presse remontent, semble-t-il, à 1980. Je ne sais pas, je ne peux pas faire de commentaires sur ces chiffres. Concernant les trusts, vous mentionnez un chiffre très important de trusts gérés. Alors, je répète que nous ne gérons aucun trust pour des résidents fiscaux français. 90% ou 87% exactement des trusts que nous gérons sont pour des résidents fiscaux asiatiques. Il y en a quelques-uns pour des résidents fiscaux anglais, britanniques, c'est leur loi. Et à côté de ça, quasiment rien. Au total, nous gérons 411 trusts aujourd'hui entre nos 2 sociétés à Jersey et à Singapour. De 411, vous voyez, est assez loin du chiffre que vous avez mentionné tout à l'heure. Sur notre présence présence du groupe dans les États et territoires non coopératifs au sens de la liste française, vous avez mentionné Brunei et Philippines. Je précise que la Philippine est sortie de la liste depuis un certain nombre d'années. Mais je vais peut-être laisser Christian Commelet vous répondre spécifiquement sur cette question de la présence du groupe BNP Paribas dans ces territoires ETNC. Oui, donc le groupe se réfère à deux types de listes, les deux listes officielles en la matière, donc celle qui est établie par le Forum mondial de l'OCDE, qui compte plus de 130 membres et qui pratique une analyse très précise des textes et des pratiques des États en matière d'assistance administrative, et puis celle de la France, donc la liste des États et territoires non coopératifs. Donc le groupe n'est présent dans aucun État jugé non conforme par le Forum mondial de l'OCDE, et il est présent dans 2 États qui figurent sur la liste des États et territoires non coopératifs de la France, qui sont Brunei et le Botswana.
Donc ces éléments sont indiqués en toute clarté, toute transparence dans notre rapport annuel. Au Brunei, nous avons une activité qui est essentiellement tournée vers le fonds souverain. Donc il n'y a aucune activité au profit de non-résidents, et donc en aucun cas c'est une activité qui est susceptible de permettre quelque évasion fiscale que ce soit. Et au Botswana, notre présence est liée à une acquisition que nous avons faite en Afrique du Sud, et nous avons une filiale au Botswana qui est spécialisée dans le crédit à la consommation, et en fait nous faisons du crédit pour l'équivalent en partenariat avec l'équivalent local de Conforama. Donc là encore, le risque d'évasion fiscale est nul. Le groupe en question, précise, en fait, est l'actionnaire de Conforama. C'est le même groupe que Conforama, la même société. D'accord. Je voudrais... Sur les Caïmans, Monsieur le Président, vous n'avez pas répondu sur les activités menées aux Caïmans et les raisons pour lesquelles vous avez décidé de fermer ces filiales aux Caïmans. Je pense avoir répondu en détail sur le Caïman. J'aimerais apporter une précision à notre commission sur les Caïmans. Je viens de vérifier là la liste, et il semblerait bien que les îles Caïmans ne figurent pas, mais même n'ont pas figuré sur la liste française des ETNC. Alors est-ce qu'il y aurait un problème de transparence avec ce pays qui aurait malencontreusement échappé à notre administration fiscale? Non, c'est le pays qui reçoit. Voilà. Voilà. Non, mais Là-dessus, les Caïmans, donc, depuis 2005, sont engagés dans l'échange automatique dans le cadre de la directive épargne. Oui. Depuis 2009, ils ont signé avec la France un accord d'échange de renseignements qui a toujours fonctionné à la satisfaction des autorités françaises. En 2013, comme le rappelait Jacques Destay, ils ont été évalués par le Forum mondial qui les ont considérés comme conformes. Et au G20 de 2014 à Berlin, ils se sont engagés parmi les juridictions pionnières pour une généralisation de l'échange automatique d'informations. Il y a peut-être juste un point sur lequel je voudrais revenir dans les questions du sénateur Bocquet qu'on n'a pas évoqué, qui était la question de l'impact de l'amende en France. Et donc là, je souhaite confirmer ce qui avait déjà été dit, qu'en aucun cas cette amende n'a eu un impact négatif sur la base imposable en France, puisqu'elle n'a pas été déduite. Sur ce dernier point concernant la procédure du département de justice américain en Suisse, BNP Paribas BNP Paribas Suisse a été impliqué dans cette procédure au même titre que toutes les banques privées opérant sur le territoire suisse. Donc parmi toutes les banques privées opérant en Suisse, il y a BNP Paribas, que dans ce programme n'a pas mentionné pays sous sanction, ça n'a pas de lien avec des pays sous sanction américaines. C'était un programme de conformité fiscale des résidents américains ayant des comptes à l'étranger. Donc tout à fait, quelque part, vu des États-Unis, le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il y a une petite spécificité pour les résidents américains ou les nationaux américains, c'est que les Américains sont imposés mondialement, quel que soit leur lieu de résidence. Oui. Donc il y a un spectre beaucoup plus large de fonctionnement de cette disposition. Dans ce programme qui a concerné toutes les banques suisses, banques privées opérant en Suisse, il y avait une première catégorie 1, d'une dizaine de banques, les banques les plus exposées. BNP Paribas ne faisait pas partie de cette liste, et nous avons totalement coopéré avec le département de justice américain. D'ailleurs, vous pouvez vous référer au Statement of Fact qui a été publié sur le site du département de justice, qui souligne à la fois le bon comportement de la banque en termes d'accompagnement de ses clients en termes de conformité fiscale, et également salue la coopération de la banque avec les autorités américaines dans ce dossier. Donc, et à nouveau, donc pas de lien avec les pays sous sanction, et à nouveau pas d'impact. C'est une amende qui a été payée par BNP Paribas Suisse et qui n'est pas déductible en France, donc il n'y a aucun impact sur la fiscalité française. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur. François Marc, il sera suivi d'Éric Dolliger.
Oui, merci, Madame la Présidente. S'agissant de l'offshore, il y a en fait, on peut dire, une offre et une demande, et donc une sorte de marché où on met en face à face offreurs et demandeurs. Les demandeurs, ce sont les chercheurs de quiétude réglementaire et fiscale, il y en a un certain nombre. Et puis les offreurs, ce sont ces pays qui veulent maximiser la qualité d'accueil sur leur territoire pour qu'il y ait un maximum d'acteurs qui viennent y chercher cette quiétude tant souhaitée. Est-ce que sur ce terrain, ce nomadisme qui s'est accentué ces dernières années est accompagné par votre groupe? Est-ce que vous avez mis quelques holà sur l'accompagnement des clientèles qui sont à la recherche de cette quiétude? Au fond, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes mis en réserve par rapport à cette pratique de cette clientèle à chaque instant à la recherche de l'optimum dans certains paradis fiscaux? Deuxième question porte sur le Dakota du Sud. On sait qu'au Dakota du Sud, les avoirs bancaires protégés par des trusts ont explosé ces dernières années, puisqu'ils sont passés de 33 milliards de dollars en 2006 à 226 milliards en 2014. Est-ce qu'à vos yeux, le Dakota du Sud est la nouvelle Suisse ou le nouveau Panama? Votre banque a-t-elle proposé à ses clients l'ouverture de trusts ou de structures analogues dans cet État? C'est un point sur lequel on aimerait être éclairé. Merci. Merci, Monsieur le Directeur. Bien, je vais répondre sur votre première question sur l'accompagnement de clients pour l'ouverture de structures dans des pays, le nomadisme tel que, pour reprendre le mot que vous utilisiez. Je crois que j'étais assez clair, je crois, sur la politique de la banque. Depuis 2013, nous avons une politique qui n'est de ne pas ouvrir de compte au nom de sociétés offshore dans l'une ou l'autre de ces 38 juridictions, qui est un périmètre très très large de toutes les juridictions qui sont considérées comme étant potentiellement des juridictions à risque, je dirais. Donc pas d'accompagnement, ça veut dire, pas d'ouverture, pas d'accompagnement. Nous n'avons pas d'activité pour les résidents fiscaux français depuis 2013, je l'ai dit. Et notre politique à l'avenir est de n'avoir pas d'ouverture ni pour les résidents fiscaux français, ni pour les résidents fiscaux européens, ni pour les résidents fiscaux de l'OCDE. À nouveau, pour la partie asiatique et hors OCDE, je l'expliquais tout à l'heure, il faut faire une analyse un petit peu des juridictions, des cadres juridiques, successorales de tous les pays pour savoir est-ce qu'il y a vraiment les outils dans chacun de ces pays pour répondre aux besoins des clients à fort patrimoine. Mais en tout cas, en France, nous considérons qu'en France et en Europe, il y a les outils. Et donc, il n'y a pas d'accompagnement de notre part en la matière pour ouvrir des structures offshore pour nos clients. Sur la question spécifique du Dakota du Sud, je ne suis pas familier avec cette juridiction, donc il est difficile de répondre. Mais à nouveau, c'est la même réponse. Nous n'accompagnerons pas un client français pour une ouverture de structure dans un territoire qui serait... Le Dakota du Sud ne fait pas partie de nos 38, je veux le dire, mais si ce que vous dites est vrai, il pourra en faire partie. Nous n'avons pas de structure pour nos clients au Dakota du Sud, pour répondre à votre question. Aujourd'hui, pour les clients français, il n'y a pas de clients français, résidents fiscaux français, pour lequel BNP Paribas a un compte au nom d'une structure au Dakota du Sud. Merci. Éric Doligé. Oui, merci Madame la Présidente. Sera suivi d'André Gattolin. Oui, merci Madame la Présidente. Oui, je me permets de vous poser deux questions pour avoir quelques précisions. Je voulais savoir si vous avez ou aviez-vous eu recours ou non à d'autres cabinets que Mossack Fonseca au Panama ou ailleurs pour créer des sociétés offshore, des trusts ou des fiducies, et lesquels? Donc c'est ma première question. Et la deuxième, j'aimerais également savoir si les obligations de vigilance sont les mêmes quel que soit l'État dans lequel est implantée la filiale de la banque. Alors par exemple, lorsque le blanchiment de fraude fiscale n'est pas incriminé. Et dans quelle mesure vos filiales implantées dans d'autres États sont-elles soumises aux obligations de vigilance françaises? Merci, Monsieur le Directeur. Pour répondre à votre
première question, travaillons-nous avec d'autres cabinets? Nous n'avons d'accord commercial ou de relation particulière avec aucun cabinet, soit Mossack Fonseca ou aucun autre. Je précise que pour la clientèle française, pour donner une petite illustration de notre activité en la matière, notre absence d'activité en la matière plutôt, nous n'avons aucun accord commercial, nous n'introduisons pas nos clients à des cabinets, ce Mossack Fonseca ou d'autres. Sur le stock de clients résidents fiscaux français, structures bloquées ou non bloquées. Je veux dire que nous n'avions que 4 structures non bloquées en existence aujourd'hui pour des résidents fiscaux français, dont 2 à Panama. Sur cet ensemble, nous avons identifié un client qui a utilisé Mossack Fonseca pour la gestion de sa structure. C'est une structure qui est d'ailleurs bloquée chez nous depuis avril 2014. Voilà la description de la réalité. Si vous posez une question de savoir si toutes nos filiales sont soumises aux mêmes conditions, quelles que soient les règles locales en termes de qualification de lutte contre la fraude fiscale, en termes de blanchiment, la réponse est oui. Nous appliquons strictement les mêmes règles mondialement pour ce qui concerne le groupe BNP Paribas. Merci. André Gattolin. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le directeur général ou directeur général adjoint, voilà. Vous avez évoqué dans votre présentation plusieurs éléments et vous avez dit depuis 2013 on n'ouvre plus de comptes offshore pour des résidents français finaux, donc a fortiori vous en offrez. Est-ce que vous en ouvrez pour des résidents français non finaux ou est-ce que d'autres se chargent dans le monde et dans l'offre globale bancaire, voire d'accords internationaux, de les ouvrir pour ces résidents finaux? Vous avez dit concernant... Je voudrais souligner que je réponde tout de suite à cette question. Oui. Nous sommes des gens assez sérieux. Oui. Quand je vous dis qu'il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas d'ouverture. Et ce qui compte lorsqu'on parle de structure, c'est le bénéficiaire économique final. D'accord. Donc nous n'ouvrons pas de structure pour les bénéficiaires, dont les bénéficiaires économiques ultimes sont des résidents fiscaux français. Il n'y a pas eu d'exception depuis 2013. Voilà. On soit très clair là-dessus. Pas ultime, pas final. Enfin, ce qui compte, c'est le bénéficiaire. À la fin, qui est le vrai bénéficiaire de la structure. Si nous ne connaissons pas ce bénéficiaire, nous n'aurons pas de compte. Lorsque nous le connaissons, nous exigeons la conformité fiscale. Depuis 2013, il n'y a pas d'ouverture. D'accord. Pour des résidents fiscaux français. Okay. Vous avez évoqué le cas de cession effectivement de filiales depuis ces dernières années. Certaines sont en extinction, d'autres sont en cession. Et vous dites les liens ont été stoppés aux entreprises, les liens ont été stoppés avec les entreprises auxquelles elles ont été cédées. Alors je posais tout à l'heure la même question à Monsieur Brassac donc du Crédit Agricole et je demandais si ce qu'on appelle liens commerciaux c'est simplement il n'y a pas de lien capitalistique où vous ne renvoyez pas des clients ou si ça concernait un transfert de personnel et à l'occasion il a reconnu que le personnel faisait partie de la cession aux gens à qui c'était cédé et il a même dit qu'il y avait une personne encore détachée du Crédit Agricole pour assurer le bon passage des clients. Donc est-ce que vous avez vous-même ce type de pratique ou est-ce que vous êtes plus vertueux que ce que j'ai bien cru comprendre qui nous avait été dit par le directeur du Crédit Agricole? Et puis enfin, je suis un petit peu gêné tout à l'heure quand on a évoqué effectivement des entreprises qui n'étaient pas dans la consolidation parce que leur volume d'affaires était trop faible. Il y a quand même dans ces services qui ont été rendus par des banques ou qui sont toujours rendus par des banques une dimension de conseil gratuit dans l'optimisation fiscale. Donc dans la mesure où c'est gratuit, ça ne fait pas l'objet d'une contractualisation, sachant que la banque qui favorise d'une certaine manière, je dirais, l'optimisation ou l'évasion fiscale de ses clients n'est pas perdante en termes de compte quand même qu'elle a à gérer. Donc
je voudrais être sûr que quand une filiale n'est pas consolidée, c'est qu'elle a réellement des activités réelles et non pas parce qu'elle offre des services. Voilà, je vous remercie. Monsieur le directeur. Je vais vous répondre sur la première question et Christian Comollet répondra sur la deuxième. Alors, sur la première question, je voudrais vous remercier chaleureusement de me permettre de revenir sur ce sujet des sociétés de gestion administrative de sociétés offshore. Quand je dis que nous avons cédé, vous avez parlé d'extinction, non, il n'y a pas extinction, nous avons cédé une société, donc de l'instant où elle est cédée, nous n'en sommes plus le propriétaire, nous ne sommes plus le gestionnaire, nous ne sommes plus responsables. Donc je veux bien que ce soit clair. Et lorsque nous cédons une société, effectivement, nous ne cédons pas un bâtiment avec des murs, enfin des bureaux vides. Le personnel est évidemment, garde son emploi dans la société et simplement travaille pour une société qui est détenue par un nouvel actionnaire. C'est bien comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de détaché BNP Paribas dans ces structures. Voilà, il n'y a pas du tout. Et nous n'avons pas d'éléments qui nous permettent de penser qu'il y ait des liens entre les personnels. Enfin, il n'y a pas de politique d'avoir des liens entre BNP Paribas et ces sociétés. Et nous n'avons pas d'éléments pour penser qu'il y en ait au niveau des individus qui travaillent d'un côté chez BNP Paribas aujourd'hui et d'autres des individus ou des personnes qui ont été fait partie du personnel des sociétés qui ont été vendues. J'espère, je voudrais être le plus clair possible sur ce sujet, parce que c'est important. Merci beaucoup. Monsieur Comollet. Oui, merci Madame la Présidente. Oui, donc sur la seconde question, je dirais que encore une fois, l'enjeu fiscal, il est nul dans la mesure où les entités en question sont taxées aux États-Unis. Mais pour être très précis sur la question de la consolidation, le groupe BNP Paribas, il a deux caractéristiques en la matière. La première, c'est qu'il a un taux de consolidation, enfin un seuil de consolidation qui est très bas. Et la deuxième, c'est que ce seuil, il est parfaitement transparent dessus et il le publie dans son rapport annuel. Ce seuil, en fait, il suffit que vous atteigniez 1 million d'euros de résultats pour être consolidé. À l'aune d'un groupe comme BNP Paribas, vous voyez qu'on est dans un rapport de 1 à 10 000 par rapport au résultat global. Donc c'est dire qu'on prend en compte absolument tout ce qui est un tant soit peu significatif, et il n'y a vraiment que les éléments totalement dépourvus de matérialité, comme on dit en mauvais franglais, qui restent à l'écart. Merci. Monsieur le directeur. Un point pour répondre totalement et complète à votre question. BNP Paribas n'offre pas de service de conseil fiscal à ses clients. Vous savez qu'en France, de toute façon, cette profession est totalement réglementée et nous ne sommes pas agrémentés pour donner à nos clients des services de conseil fiscal. Merci, monsieur le directeur. Moi, j'ai une dernière question. Nous l'avons évoqué tout à l'heure. La semaine dernière, nous recevions ici le secrétaire général de la CPR qui nous avait fait part de difficultés qui, de temps en temps, qualifiées d'alarmantes, auxquelles le régulateur se heurtait en matière de coopération internationale entre régulateurs. Donc, j'aimerais que vous nous disiez concrètement comment se passent les contrôles de la CPR sur vos filiales au sein de l'Union européenne. Je suppose que vous allez me répondre que c'est en fonction des législations des pays, mais lorsqu'un contrôle est effectué par la CPR, quelles sont les relations de votre filiale avec le régulateur local qui est informé de la démarche et comment notamment sont sélectionnés les échantillons et des informations nominatives peuvent-elles être remontées au régulateur français et vous, quelles consignes donnez-vous en cas de contrôle sur place? Ça, c'est une question typique pour mon voisin de droite, Éric Martin, responsable de la conformité BNP Paribas. Voilà, monsieur Éric Martin. Bien, je vais vous faire part un peu de notre expérience, non pas de régulateur mais de régulé, puisque la CPR a dû passer au cours des dernières années, notamment dans des missions liées à la Banque privée internationale, à Jersey, à Singapour, à Hong Kong, à Luxembourg, en Suisse et à Monaco. Donc, d'une manière générale, l'accès se passe bien. À ma connaissance, il y a eu deux particularités.
celle où l'ACPR s'est heurté à la contrainte la plus forte en matière d'accès à une information nominative sur les clients, c'est la Suisse. Et pour répondre à votre question, d'ailleurs à notre demande, le management local avait essayé d'intercéder auprès du régulateur suisse, mais bon, sans succès. Sur le Luxembourg, c'est un peu différent. Dans le cadre de la mission qui a eu lieu à Luxembourg, un échantillon avait été préparé sur base non nominative, mais dès lors qu'il a été choisi par la CPR, à ma connaissance, la CPR avait accès au dossier sur base nominative. Voilà, ce qui est donc quand même une étape supérieure. Et ensuite, mais après c'est plus pour la CPR, c'est une question de relation entre régulateurs sur base de réciprocité. Oui, et voilà dans l'expérience dont je peux vous faire part sur les missions récentes, depuis quelques années. Merci beaucoup. Voilà pour cette matinée consacrée aux travaux de la Commission des finances sur l'évasion fiscale avec ces auditions du Crédit Agricole et de BNP Paribas. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.